Les Français sont-ils prêts à changer leur comportement dans la transition énergétique ? Et donc souvent nous croyons être réticents au changement. Et quand nous les interrogeons, nous apprenons qu'ils aspirent à plus de sobriété, qu'ils seraient prêts à changer leur mode de consommation d'énergie et être incités à le faire. Notre dernière table ronde est intitulée « Transition énergétique, comment accélérer à moindre coût ?» et elle sera animée par Dominique Maucly, président et directeur général de Terega. Oui, comme je ne serai pas tout seul sur cette table ronde, je vais inviter donc à me rejoindre sur la table ronde Bertrand Val de l'Uniden, David Marchal de l'ADEME, Marie-Noëlle Battistel, députée vice-présidente de la Commission des affaires économiques, et Vincent Guéret, qui est le président d'Enosis. Alors en fait, on nous a posé une question qui est une question piège. Comment accélérer tout en finalement en maîtrisant les coûts et en les réduisant ? J'ai envie de dire, on va essayer de répondre le mieux possible à cette question, mais néanmoins, c'est un exercice extrêmement difficile parce que d'abord, de quel coût on parle ? On parle de coût d'investissement, on parle de coût d'opération, on se projette, est-ce qu'on compte les externalités, pas les externalités ? En fait, le monde vers lequel on va, en termes de modèle économique, il n'est pas tout à fait celui qu'on a connu jusqu'à présent. Et je pense que c'est une des questions importantes quand on aura à répondre à la question de se dire finalement dans quel cadre on est en train de discuter quand on parle de coûts et de projection du modèle futur. Ensuite, on peut essayer de répondre à cette question de façon très brève en se disant bah oui, on va accélérer et comme on veut que ça coûte le moins cher, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise les solutions qui existent. Et je crois que ce matin, on a eu un certain nombre d'exemples. Finalement, le biométhane remplace assez facilement le gaz naturel. Maintenant, on nous a dit aussi plusieurs fois qu'il était quand même plus cher que le gaz naturel, ou qu'en tout cas, il a un coût qui est plus prévisible que celui du gaz naturel. Et puis, il est porteur d'externalités. Donc, à nouveau, ma question qui est est-ce que c'est une bonne solution ? En tout cas, c'est peut-être pas une bonne solution dans l'ancien cadre, mais ça peut être une bonne solution dans le nouveau cadre. L'autre solution, bien évidemment, c'est de réutiliser, et on l'a vu dans le cadre de l'hydrogène, c'est de réutiliser des choses qui existent aujourd'hui, c'est de réutiliser des infrastructures, etc. Donc ça, chacun y a pensé, mais chacun y pense dans son cadre particulier, y compris nous, chez Terega, on a des infrastructures, on aimerait bien qu'elles soient réutilisées. Est-ce que c'est la meilleure solution ? Est-ce que c'est pas la meilleure solution ? En tout cas, la question est ouverte. Et puis, bien évidemment, il y a des trucs qui marchent. Quand on veut accélérer une transition, déjà, on essaie de consommer moins, et ça, on voit bien que la pente étant dans la bonne direction, on doit pouvoir accélérer, en tout cas, ça coûte moins cher si on consomme moins. Donc je crois que en termes de sobriété et d'efficacité énergétique, ça ne va pas être le cœur de notre débat, parce que franchement, je pense que là, les solutions, on est tous d'accord pour les appliquer. Alors, pour rentrer dans ce débat et essayer de vous éclairer, parce qu'on ne va pas trouver toutes les solutions, je pense qu'il était important de repartir de ce sur quoi on travaille aujourd'hui, qui sont en fait des scénarios de transition énergétique. Et donc, je vais poser ma première question à David en lui disant est-ce que vous pouvez nous redonner le cadre général des travaux qui sont les travaux de scénario qui éclairent à la fois le gouvernement, mais aussi les industriels, parce que nous, en tant qu'industriels, quand on se projette, on regarde vos scénarios et on essaie de se dire comment on se met sur la bonne pente, dans la bonne direction, et effectivement à moindre coût, parce que c'est notre valeur. Sans maîtriser nos coûts, de toute façon, on est mort. Bonjour. Est-ce que ça marche ? Oui. Bonjour, merci. Alors, effectivement, la prospective, c'est une façon d'interroger le chemin sur lequel on est aujourd'hui pour voir comment le réorienter et atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, en l'occurrence l'objectif de neutralité carbone, qui est l'objectif principal aujourd'hui que la France s'est fixé d'un point de vue environnemental. Ce n'est pas le seul, mais on va dire que c'est le principal.
L'objectif et le scénario officiel de la France, c'est celui de la SNBC, scénario qui est, vous le savez, en cours de révision, au travers d'un scénario qui inclura donc à la fois la vision climat et la vision énergie, donc la stratégie française énergie-climat. Nous, à l'ADEME, en tant qu'agence de la transition écologique, on a contribué à ce débat-là en publiant, il y a 2 ans maintenant, 4 scénarios de neutralité carbone qui visaient justement à alimenter ce débat, à sortir de l'ancienne SNBC, à voir quels étaient les paramètres discutables pour bâtir la future. Et Madame Battistel, je pense, pourra parler des débats actuels qui ont été menés par les parlementaires autour de toutes ces questions-là. De même que Antoine Armand a dû l'évoquer tout à l'heure. Alors, les 4 scénarios de l'ADEME, sur la question du gaz, on a vraiment souhaité rebattre les cartes et sortir du scénario unique qui était celui de la SNBC, de l'ancienne SNBC, pour poser la question, est-ce qu'il existe plusieurs scénarios possibles avec des parts de gaz différentes pour atteindre la neutralité carbone ? Est-ce que la neutralité carbone ne s'atteint vraiment qu'en arrêtant le gaz ? Parce que la question était presque ouvertement posée à l'époque. Est-ce qu'au contraire, il faut continuer ? Alors la conclusion est sans équivoque. Il y a toujours du gaz en 2050 dans tous les scénarios de l'ADEME, du plus sobre au moins sobre. Elle est aussi sans équivoque sur la nécessité de le décarboner massivement. Donc on peut le décarboner à 80%. Si tant est qu'on réduit sa consommation, vous le disiez, de façon importante. Alors nous, on est arrivé à peu près au facteur 2 par rapport à aujourd'hui. Et là, on aura un gaz quasiment intégralement décarboné, pas forcément impérativement complètement décarboné, puisqu'on a a priori encore un peu des capacités de stockage. Mais ça, voilà, ça c'est, on va dire, ça se fera à la marge, ces importations. Alors, c'est déjà un gros message, cette capacité et cette nécessité du vecteur gaz. Bien entendu, il y a différentes énergies renouvelables, gaz renouvelables, qui vont pouvoir contribuer à ce mix. Le biométhane en premier lieu, avec au moins à peu près 100 TWh de gisement. Et puis les autres gaz, la pyrogazéification, le méthane de synthèse, qui fait partie des spécificités des travaux de l'ADEME par rapport à ceux d'autres scénaristes comme RTE. Nous, on a considéré qu'il pouvait y avoir du gaz de synthèse injecté dans le réseau de gaz. Voilà, tout ça pour arriver à 130, 180 TWh de gaz renouvelable à l'horizon 2050, selon les scénarios. Alors, je voulais finir sur un point important au-delà des volumes, puisque ça implique une forte dynamique par rapport à aujourd'hui. C'est sans regret, il faut absolument développer les gaz renouvelables sous leurs différentes formes, selon leurs différents niveaux de maturité. Un autre résultat qui a plus trait à la question des coûts, justement, qui est sur la valeur de l'actif réseau gaz. Le réseau gaz apporte une certaine flexibilité à l'ensemble du système énergétique. Nous, on l'avait senti et proposé au travers du méthane de synthèse dont je parlais à l'instant, qui permet de valoriser une partie de l'électricité excédentaire sous forme de gaz injecté dans le réseau, à cet horizon-là. Aujourd'hui, c'est une technologie encore balbutiante, mais on voit au travers de toute la dynamique autour, notamment de l'hydrogène et puis plus largement des électrocarburants, que cette question d'utiliser l'hydrogène comme une façon de décarboner d'autres vecteurs est montante, on va dire. Cette valeur-là, RTE et GRT Gaz l'ont estimée il y a très peu de temps dans une étude qui a évalué conjointement en fait, la valeur des infrastructures hydrogène. Et c'est intéressant, puisque donc, avec des infrastructures hydrogène, donc de stockage et de pipe entre les sites, notamment industriels, et les sites de stockage, on aboutit à un chiffre, moi j'en retiens ce chiffre-là, de 1,5 milliard d'euros d'économie sur le réseau d'électricité apporté par cette flexibilité hydrogène. Flexibilité, celle donc de capter les productions renouvelables, celle aussi de s'effacer sur le réseau électrique quand il y a besoin de s'effacer. 1,5 milliard d'euros, c'est pas rien du tout. Rapporté à la quantité d'hydrogène à cet horizon-là, c'est à peu près 1 euro par kilo de valeur, 1 euro par kilo d'hydrogène de valeur. Alors on ne parle pas directement du gaz, on parle d'un gaz en particulier, l'hydrogène, dans une infrastructure qui sera
une infrastructure peut-être dédiée, peut-être pas. Mais néanmoins, c'est quand même un chiffre intéressant, 1 kilo, quand on a en tête un peu les prix du kilo aujourd'hui de l'hydrogène. Aujourd'hui, dans les écosystèmes soutenus par l'ADEME, on est à peu près à 9 € du kilo. Hydrogène renouvelable sur des petits. Sur des gros systèmes, ça sera bien entendu beaucoup plus faible. Mais néanmoins, pouvoir se dire que grâce à la valeur système apportée par une infrastructure, on peut baisser d'1 € le kilo, à condition de la capter, bien entendu. Donc ça nécessite qu'il y ait un cadre de régulation adapté. 1 € le kilo, le coût de production, c'est tout à fait significatif et je trouve que ça dénote tout à fait la valeur système du réseau de cet actif pour globalement la transition énergétique. Donc en conclusion, en fait, deux éléments. Un premier qui est qu'effectivement, dans un mix qui est un mix équilibré et compétitif demain, on a une part de biométhane et on a du couplage entre l'électricité et le gaz. Ces deux éléments qui sont importants pour l'ensemble de notre communauté. Alors, j'avais fait un petit calcul rapide. Je m'étais dit, mais finalement, ils divisent les quantités de gaz par 2, parce que comme le coût du biométhane, c'est 2 fois, là, etc., au bout du bout, ça ne change rien pour le consommateur final. On ne va pas se projeter comme ça, mais on pourrait faire des shortcuts de cette manière-là. Alors, il y a un fort changement pour le consommateur final. Enfin, ça, on va y revenir après, mais évidemment, ça nécessite de réserver les usages du gaz sur les usages où il est le plus difficilement substituable. Voilà, on pourra y revenir après. Très bien. Madame Battistel, vous avez porté dans le cadre d'un rapport que vous avez remis au Parlement, vous avez porté un regard critique sur la façon dont s'était déroulée la précédente loi énergie-climat. Quels enseignements vous tirez de cette analyse pour la prochaine? Alors, en espérant, bien évidemment, je vous tends la perche, que la prochaine existe, puisqu'en fait, on ne sait pas bien quand est-ce qu'elle va être présentée au Parlement. Oui, bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, alors un regard critique, pas autant que ça, quand même. J'y ai largement contribué à hauteur de nos positions et des équilibres que nous portons dans mon groupe politique. Mais ce que je peux reprocher aux différentes lois que nous avons adoptées sur le dernier mandat, ce sont de petits pas. Et en fait, on est assez loin, voire très loin des objectifs attendus. Si on fait à la fois l'adoption de la loi, c'est une bonne chose. Ensuite, il y a les décrets d'application qui ne sortent pas toujours. Et donc, la mission d'évaluation dont vous parlez, c'était de voir en fait ce qui était sorti ou pas comme décret d'application. Et notamment un rapport extrêmement important qui était dans ce texte de loi et qui devait nous être remis sur l'évaluation de l'ancienne PPE 2019-2023, de manière à ce qu'on puisse se caler selon l'atteinte ou pas des objectifs pour la nouvelle LPEC. Il y avait aussi des éléments qui attendent des décrets, mais qui attendent aussi la mise en œuvre, notamment, j'en citerai un ou deux, si vous le permettez, qui ne sont pas relatifs au gaz, mais je pense qu'on peut parler de toutes les énergies, puisque la question qui était posée, c'est finalement quel mix demain, et par rapport aux différentes scénarios qui sont proposés à la fois par l'ADEME, à la fois par RTE, où se positionne-t-on? Moi, je pense que quand on sort des débats anti-éoliens, anti-nucléaires, il faut un équilibre de tout cela. On a besoin de toutes les productions d'énergie et il faut trouver le meilleur équilibre tout en ayant comme objectif, évidemment, la neutralité carbone à 2050, comme ça a été porté par les différents gouvernement depuis plusieurs années. Donc, sur la LPEC, j'espère, comme vous, qu'elle va être présentée au Parlement. On avait quelques doutes avant les concertations, et puis ensuite il y a eu les concertations, donc on y a, je pense ici, nous sommes nombreux à y avoir participé, et puis on a de nouveau quelques doutes puisque le calendrier s'étale un petit peu. Cette loi devait être présentée au printemps dernier, on est au mois de septembre, on n'a pas le texte actuellement, mais comme je suis d'un tempérament optimiste, je pense que nous aurons à débattre de ce texte et j'en serai évidemment très, très heureuse et surtout très motivée sur bon nombre de sujets. Et puis, si on peut revenir aussi sur la loi de 2019 pour un exemple, par exemple, nous avions adopté dans cette loi un amendement qui visait à permettre les augmentations de puissance sur les centrales hydroélectriques existantes. Eh bien, nous sommes 4 ans plus tard.
Et nous n'avons pas sorti un seul de ces dossiers. Et pourtant, nous avons passé un hiver un peu tendu. Et cette capacité supplémentaire aurait été largement appréciable. Donc, voter une loi, c'est bien. Ensuite, il faut derrière la mettre en action. Et donc, quelquefois, ça manque un peu. Donc, ce qui est attendu sur la LPEC, c'est à la fois de se fixer des objectifs le plus consensuels possible, parce que cette loi, il faut qu'elle passe au Parlement, donc il faut qu'on sorte un peu des clivages permanents où chacun défend son mode d'énergie préféré, mais qu'on essaye de se projeter sur des objectifs le plus consensuel possible, mais atteignable, mais en tout cas ambitieux aussi, parce que en matière de transition énergétique et plus largement de transition écologique, les petits pas ne suffisent plus. Il faut aujourd'hui faire des pas de géant, et donc ce que nous attendons de cette loi, c'est bien cela. Merci pour votre réponse. En fait, donc, on est tous d'accord aussi sur le fond. Une planification, c'est indispensable dans le cadre de la transition énergétique qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et effectivement, les premiers pas qu'on fait, et au regard du regard que vous portez justement sur la précédente, si l'État lui-même ne fait pas les premiers pas qu'il peut faire et qui lui sont donnés par le cadre de la loi, ben là aussi, c'est sûr, on ira un petit peu moins vite et ça coûtera peut-être un petit peu plus cher au consommateur final. Alors, du coup, moi j'avais une petite question à vous poser mais qui est plus une question de méthodologie. C'est pour savoir finalement si, quand on travaille dans l'État ou globalement tous ensemble, tout est bien utilisé et on fait comme il faut. Alors par exemple, quand on est à l'Assemblée nationale, les scénarios que prépare l'ADEME, par exemple, quel regard vous portez dessus? Est-ce que c'est un vrai outil sur lequel vous vous appuyez, ou est-ce que finalement vous fonctionnez avec, certes, cet outil-là, mais aussi finalement votre propre sentiment? Bien, je ne vais essayer de ne froisser personne, mais les différents scénarios qui nous sont proposés, évidemment, c'est un outil déjà de base de réflexion pour les différents groupes politiques à l'Assemblée nationale, puisque à partir de ces scénarios, nous construisons en fait notre politique énergétique que l'on choisit par rapport aux différentes valeurs que nous portons. Donc c'est effectivement une excellente base et nous nous en servons. Donc continuez à les proposer parce que c'est un outil extrêmement utile. Alors se caler sur un des scénarios ou l'autre, c'est extrêmement difficile. Nous conduisons actuellement à l'intérieur de notre groupe politique des auditions très nombreuses des différents acteurs de l'énergie pour se construire justement une position très claire dans le cadre de la LPEC, ce qui n'est pas toujours très simple, parce qu'à l'intérieur des groupes politiques, il y a aussi de la diversité, ce qui fait d'ailleurs la richesse du Parlement. Mais pour trouver le chemin commun, il faut aussi travailler à des solutions plus consensuelles et qui s'écartent peut-être un peu de nos positions dogmatiques des uns et des autres. Donc oui, nous nous servons de ces simulations et de ces propositions, donc il faut évidemment les poursuivre. Très bien, merci. Alors, bon, on a parlé scénario, on a parlé finalement du travail du Parlement et en même temps de la façon dont ensuite dans l'État les lois qui sont préparées, les décrets, etc., sont utilisés pour accélérer ou pas, hein, parce que de temps en temps ça marche, de temps en temps ça ne marche pas. Mais en fait, sur le fond, quand on dit qu'on veut décarboner, aller plus vite et que ce soit au meilleur coût, c'est quoi le meilleur coût pour l'industrie, hein, pour représenter l'Uniden, donc quelque part les grands consommateurs. Alors pour vous, finalement, il devrait y avoir quoi? C'est quoi les facteurs clés? Qu'est-ce que vous attendez de tout le dispositif législatif et des décisions qui seront prises par les décideurs? Merci. Oui, donc je représente l'Uniden. On est une entreprise grosse consommatrice d'énergie, à la fois d'électricité, mais aussi donc, de gaz naturel. On utilise le gaz naturel comme matière première essentiellement, mais aussi pour chauffer donc, nos procédés. Alors, nous avons travaillé avec l'ADEME pour les plans de transition sectoriels, notamment sur celui de l'ammoniac. Et donc, nous sommes des entreprises qui sont exposées au commerce international. Ça veut dire que nous sommes en compétition avec des entreprises, par exemple, américaines, mais aussi des entreprises qui sont situées sur des zones où l'électricité est beaucoup moins chère que l'Europe. Il y a eu un changement de paradigme avec l'arrivée
Maintenant, on est alimenté surtout en GNL et si les variations de prix se font sur les difficultés ou pas d'approvisionnement de GNL. Et depuis qu'on est en guerre avec l'Ukraine, qu'il y a la guerre avec l'Ukraine, et donc l'Europe veut réduire ses approvisionnements russes et maintenant aussi du GNL russe. Donc ça met une tension sur le prix européen. Et donc on est dans ce contexte de transition énergétique qui est important pour nous parce que, comme vous le vivez aussi, on est dans un contexte inflationniste. Donc les projets que nous avons travaillés il y a quelques années pour se décarboner, aujourd'hui subissent des surcoûts dus à l'inflation. Donc le premier facteur clé, c'est comment rester compétitif vis-à-vis des autres zones de production mondiale. Le deuxième, je dirais, c'est la technologie. Il faut effectivement, on parle je prends l'exemple d'un électrolyseur, si on veut passer la production d'ammoniac, de vaporeformage du gaz naturel à l'électrolyse de l'eau pour fabriquer de l'hydrogène. C'est des capacités de 420 mégawatts installés. Donc aujourd'hui, ces technologies n'existent pas. Donc il y a un travail de technologie à faire. Et donc il faut aussi derrière les infrastructures pour alimenter ces capacités très importantes d'électrolyseurs. Donc la composition, ça va entrer dans l'équation aussi du prix, parce que le prix de l'énergie qui va arriver à l'usine va dépendre donc du prix de l'électron ou de la molécule de gaz, si c'est du gaz ou du biométhane, et le prix de transport. Ça ajoute aussi, si on veut décarboner, c'est une autre voie par la capture et le stockage du CO2, c'est tous les coûts de l'infrastructure nécessaire et le coût de l'enfouissement du CO2. Donc voilà sur les aspects importants sur la compétitivité. Nous, ce qu'on a besoin aussi, c'est au niveau de la réglementation. Il y a beaucoup de réglementation et cette réglementation est souvent en cours de construction. Le paquet gaz, le 4e paquet gaz en est l'exemple. Nous, ce qu'on a besoin, c'est quand même une définition claire de ce qu'est, par exemple, de l'hydrogène bas carbone ou du gaz bas carbone. Et ça, je pense qu'on parle souvent des États-Unis avec l'Inflation Reduction Act. Je pense qu'il y a un point important. La différence, au-delà des subventions, c'est l'aspect définition. Si vous voulez, on a l'impression que pour décarboner, il faut que ce soit renouvelable. Or, je pense qu'on est dans un système de transition, donc il faut, à partir des gaz fossiles, voir comment on peut les décarboner et ensuite peut-être les remplacer par autre chose, de l'hydrogène qui vient d'autres sources, soit nucléaires, soit renouvelables. Donc, et en fait, on a une discontinuité en Europe vis-à-vis des États-Unis sur cette définition. Et ça pose quand même un problème parce que nous, on a besoin de se projeter puisque c'est des investissements qui sont longs. C'est des technologies qu'il faut qu'on apprenne, et donc ça va être assez long aussi. Et l'autre point nouveau qui va être important pour nous, c'est plus on va avoir de la production d'énergie renouvelable, en face de ça, d'électricité renouvelable, on va avoir donc des consommations qui seront plus ou moins variables au niveau des électrolyseurs. Les électrolyseurs devront aider à la flexibilité du réseau. Ça veut dire qu'il faut que nous, on regarde le couplage entre la production d'hydrogène par vaporeformage et la capture du CO2 et l'utilisation ou pas d'électrolyseurs en fonction des besoins du réseau. Donc ça, c'est vraiment nouveau. Nous, on est sur des procédés continus, donc il faut qu'on apprenne aussi à travailler avec une certaine variabilité de nos procédés. Donc ça demande des compétences. Ça, je dirais que ça, c'est un volet clé. On a beaucoup de projets, quand on voit les projets, différentes feuilles de route, ça nécessite quand même beaucoup de compétences et qu'on n'a pas forcément toujours parce que
L'industrie, ça attire peut-être moins au niveau de l'emploi et de certains métiers. Et donc ça, c'est un point de vigilance. Donc il y a plusieurs facteurs pour, je dirais, travailler sur le développement de la transition énergétique et accélérer. Vous avez parlé des États-Unis, mais est-ce qu'il y a un pays en Europe ou un autre pays dans le monde qui vous sert un petit peu d'exemple pour à la fois préparer les positions que vous prenez vis-à-vis du gouvernement, ou en tout cas pour pousser des modèles qui sont des modèles qui pourraient être un petit peu plus efficaces que les nôtres, en termes de timing et de coût, j'entends? Je pense qu'aujourd'hui, si on veut être plus efficace, il faudrait pouvoir produire et réaliser des exemples d'électrolyseurs. Nous, on a un projet de 50 MW. On voit bien que ça représente 15% d'unités réelles d'ammoniac. Et je pense que ce qui serait important aujourd'hui, c'est de réaliser concrètement des installations rapidement. Et parce qu'on passe quand même, on passe beaucoup de temps dans une projection sur la réglementation, sur des discussions autour de la réglementation. Alors je pense que le plus important pour moi, c'est de réaliser des installations, de les faire fonctionner, travailler sur la flexibilité, parce que là, il y a beaucoup de savoir-faire. Et plus on sera en avance sur ces aspects-là, plus on gagnera des parts de compétitivité vis-à-vis des autres régions du monde. Et c'est un peu... Bon, c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'exploitation en usine et je pense qu'on ne se rend compte peut-être pas des difficultés de faire fonctionner des installations et de les construire, de les démarrer. Et donc je pense que c'est important parce que c'est quand même de nouvelles technologies. Je pense que le plus gros électrolyseur est en Chine avec 260 MW installés. Donc ça reste quand même, quand on parle de 400, 500, ça reste quand même, ça n'existe pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faudrait pouvoir les faire fonctionner, les faire démarrer, avoir des exemples, et ensuite, il faut adapter la réglementation. Mais je pense que le point sur la réglementation, le plus important, c'est d'avoir des définitions claires pour qu'on puisse se projeter. Donc un point sur l'innovation, je vais rebondir après sur une autre question sur l'innovation, mais je note quand même dans ce que vous avez dit un premier point essentiel qu'on notera, qui est en fait le fait qu'on soit autour de la table, au moins en France, tous d'accord sur ce que l'on a envie de faire, les noms qu'on donne aux choses, et ce qui pose la question peut-être d'un certain niveau de coordination. C'est-à-dire qu'en France, l'administration, je ne vous fais pas un dessin, mais que ce soit l'administration ou les secteurs industriels, ou d'ailleurs les fédérations professionnelles, ont tendance toujours à camper sur leur position plutôt qu'à se mettre tous autour d'une table pour définir un but commun. Donc, ceci mis à part, le point sur l'innovation, il est tout à fait clé. Effectivement, aujourd'hui, si on veut faire des démonstrations et aller vite, il faut des démonstrateurs industriels à la vraie échelle. Alors, vous avez souligné l'exemple des électrolyseurs, mais il y a un autre domaine sur lequel l'industrie française travaille, et c'est la méthanation. Donc, je voulais passer maintenant la parole à Vincent Guéret, simplement pour qu'il nous fasse un petit état de l'art de la méthanation. On en parle, on en a parlé ce matin, etc. Et donc, c'est e-gaz, quelque part, qui sont le résultat d'une synthèse entre du CO2 et de l'hydrogène. Où est-ce qu'on en est vraiment, et est-ce qu'on est déjà prêt à passer à l'échelle ? Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et merci à France Gaz de nous avoir invités, et merci de mettre la méthanation comme ça sous les spotlights. Alors vous parlez de e-gaz, Dominique, mais on peut aussi parler de biométhane. Alors, je vais peut-être commencer par une petite page historique, je ne sais pas si vous le savez, mais la méthanation, c'est une vieille réaction, puisqu'elle a été inventée à la fin du 19e siècle par Paul Sabatier, donc brillant chimiste français, qui a d'ailleurs eu le prix Nobel pour ça. Et donc, elle a été mise en œuvre au départ de manière chimique, à travers des catalyseurs. Et finalement, elle s'est développée dans le monde industriel et dans le milieu industriel tout au long du XXe siècle. En revanche, son utilisation dans le domaine de l'énergie n'est arrivée que plus tard. Et comme on nous l'expliquait ce matin, cette adaptation, ce passage de l'industrie à l'énergie, a demandé de réinventer, adapter les technologies existantes. Donc la méthanation catalytique, historique, a dû être adapté au monde de l'énergie, et en fait, à la fin des années 2010, est apparue une nouvelle famille de méthanation
qui utilise en réalité des catalyseurs biologiques, des micro-organismes, et qu'on appelle la méthanation biologique. Donc, la méthanation biologique va utiliser le métabolisme des micro-organismes pour pouvoir effectivement effectuer les réactions. Et donc, pour dire 2 mots sur Enosis quand même, nous on fait partie des pionniers de la méthanation biologique, en sachant que je crois qu'il y avait 2 boîtes, on est 2 boîtes en fait à être pionniers. Il y a aussi Kimod qui a été créé à peu près dans les mêmes années que nous, en 2014, Kimod étant plutôt sur la méthanation catalytique. Alors, comme vous l'avez dit, Dominique, la méthanation, ça permet en fait de recycler le dioxyde de carbone ou le monoxyde de carbone en faisant réagir ces molécules avec de l'hydrogène. Donc, on a besoin de l'hydrogène pour produire en fait du méthane et de l'eau. Donc, se pose la question de savoir d'où va venir en fait ce CO2 ou ce CO, ce dioxyde de carbone ou ce monoxyde de carbone. Et donc là, on a le choix. Ça peut être du CO2 industriel. Ça peut être du CO2, effectivement, qui va être rejeté par des unités de méthanisation. Ça peut être le biogaz lui-même, qu'on peut injecter directement dans une unité de méthanation pour produire du méthane. Mais ça peut être aussi des gaz plus complexes, qui sont ces gaz issus, on en a beaucoup parlé ce matin, de la pyrogasification, qu'on appelle des syngaz, qu'on peut traiter par méthanation. Et en fait, pour répondre à votre question, il faut un petit peu faire la différence entre les différents cas d'usage, pour être précis. Parce que les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc quand on regarde en fait le traitement du CO2 ou du CO2 que j'appelle biogénique quand il est issu de la méthanisation ou du biogaz, en réalité, sur les aspects technologiques, et en cela je vais un peu m'inscrire en faux par rapport à mon voisin, la technologie en fait aujourd'hui a atteint une phase d'industrialisation, donc elle n'est pas que balbutiante. Elle est sortie du labo et on est en phase d'industrialisation. Pour ce qui est de la pyrogasification, si on regarde les aspects technologiques, on l'a vu ce matin, il y a un enjeu à la fois sur la partie pyrolyse et gasification, mais du coup aussi sur la méthanation, puisqu'elle est amenée à traiter des gaz qui sont plus complexes, qui peuvent contenir des molécules qui peuvent poser des soucis, le benzène, le toluène et d'autres. Donc en réalité, si on compare la maturité sur les 2 filières, sur la méthanation du CO2 ou du CO2 biogénique ou alors du biogaz, on a plutôt un enjeu d'ordre modèle économique, alors que sur la méthanation des gaz syngaz de pyrogasification, il y a à la fois un enjeu encore technologique, en tout cas plus fort que sur les autres filières, et aussi effectivement un enjeu en termes de modèle économique. Donc maintenant, peut-être quelques chiffres pour illustrer comment ça se passe en fait sur le terrain. Donc là, je vais m'appuyer sur des données qui ont été produites par la T2E et notamment par le Club Power2Gas, qui a recensé en fait dans le monde à une petite centaine de projets de méthanation. Sur cette petite centaine de projets de méthanation, il y en a à peu près 80% qui aujourd'hui sont soit à un stade de passage à l'échelle. Donc sur les installations qui ont été recensées, qui sont déclarées, on est capable de traiter à peu près 30 normomètres cubes par heure. Donc, en fait, vous voyez qu'on n'est pas du tout au stade de laboratoire où en labo, on réfléchit plutôt en litres par heure. Donc là, on est en dizaines de mètres cubes par heure. Et en fait, dans ces 80%, on va aussi trouver effectivement des installations qui aujourd'hui s'affichent, se positionnent comme des premières unités industrielles et commerciales, où en moyenne, on est sur des débits qui sont de l'ordre de 300 à 500 normomètres cubes par heure. Donc 10 fois plus en fait que les démonstrateurs. Et si on veut donner des exemples, alors ce matin, je crois que c'est Catherine McGregor d'Engie qui a cité le projet Columbus, donc qui associe Engie, John Cockerill, je crois, et puis Carmeuse, un industriel. Donc on est dans la valorisation du CO2 industriel. En France, on a, dans le domaine des stations de traitement des eaux usées, à Pau, la station de traitement des eaux usées de Pau-l'Escar, je crois, intègre effectivement une unité de méthanation pour pouvoir valoriser le CO2 qui est produit par une unité de méthanisation des bouts de stations d'épuration. Alors, après, quels sont les acteurs ? En réalité, si on va aller jusqu'au bout de votre question, Dominique, quels sont les acteurs qui sont aujourd'hui présents sur le marché ? Donc, j'ai parlé de Kimod et d'Enosis en tant que pionniers français, mais en réalité, le marché, il est surtout aujourd'hui foisonnant du côté des étrangers. On va trouver des Américano-danois, on va trouver des Allemands, on va trouver des Nippo-Suisses. Et force est de constater que... alors, il y a des grands acteurs français qui sont présents, mais c'est quand même un marché qui est plutôt constitué par des start-up ou des PME, et que les Français, malheureusement, sont plutôt outsiders pour l'instant, y compris sur des projets qui peuvent être sur le territoire français. Et typiquement, en termes de coût du méthane produit, on est à quel niveau de coût ?
difficile question en fait. Alors, pour pouvoir répondre complètement à votre question, Dominique, là aussi, il faut distinguer les filières. Soit effectivement, il faut séparer en fait la filière pyrogasification de la filière valorisation du CO2 ou du biogaz par méthanation. Sur la partie pyrogasification, je ne peux pas vous répondre précisément parce qu'en fait, il me manque une donnée qui est celle qui est liée à la pyrogasification en tant que telle. Nous, au sein d'Enosis, on a développé des modèles qui sont plutôt sur le CO2 et sur le biogaz, où on est allé modéliser des unités de méthanation qui sont couplées à des unités de méthanisation qui correspondent à des installations territoriales ou agricoles. Grosso modo, on est sur 500 normomètres cubes par heure de biogaz produit, donc 300 normaux de biométhane et 200 normomètres cubes par heure de CO2. Et sur cette application-là, en réalité, je vous ai expliqué que pour faire de la méthanation, il faut de l'hydrogène. Bien évidemment, on n'a pas d'hydrogène sur site. Et donc se pose la question du sourcing de cet hydrogène. Et c'est là, effectivement, qu'on se projette sur un couplage avec de l'hydrogène renouvelable ou bas carbone qui peut être produit par électrolyse. Cette électrolyse, ce site de production d'électrolyse, il peut être attenant au site de méthanation ou distant. Et quand il est distant, il peut être alimenté soit par canalisation, soit par camion. Donc en réalité, sur ce modèle économique-là, je crois que c'était GRT Gaz ce matin qui en parlait, effectivement, se pose la question de l'optimisation en fait, de l'aménagement territorial pour arriver à créer en fait, un système qui soit pertinent et équilibré du point de vue économique, puisque dans la méthanation utilisée pour la valorisation du biogaz et du CO2, l'élément dimensionnant sur le modèle économique, ça va être l'hydrogène. Voilà. Donc en fonction en fait, de la valeur de l'hydrogène, on va effectivement avoir des prix de production qui vont être différents. Allez, je vous lâche la dernière question. Du coup, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour passer à l'échelle? Parce qu'on voit bien qu'on est sur une problématique d'industrialisation, que ce soit industrialisation de technologie ou généralisation sur un certain nombre d'applications, et en même temps montée en puissance de production d'hydrogène qui vous permettent d'avoir des coûts d'hydrogène locaux ou plus globaux, mais qui soient à un niveau intéressant. Donc finalement, vous attendez quoi soit dans la loi de programmation, soit dans le cadre des décrets qui la déclineront? En fait, aujourd'hui, il y a quand même eu des gros progrès sur cette filière méthanation. En fait, quand on a commencé en 2014, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de réglementation, pas de marché ou pas de technologie. En fait, bref, il fallait être un peu fou pour y aller, je pense. Aujourd'hui, on a fait des gros progrès, notamment au niveau réglementaire. Et ces progrès sont quand même assez récents. Il y a effectivement la loi d'accélération des énergies renouvelables qui a introduit en fait, les gaz bas carbone. Donc aujourd'hui, le Code de l'énergie reconnaît la méthanation en tant que telle. Et on a un décret qui est paru fin août, je crois, qui effectivement permet à la méthanation d'accéder à des appels d'offres. Donc ce qu'on attend aujourd'hui, c'est d'avoir ces premiers appels d'offres qui sortent, mais en distinguant bien, et j'insiste là-dessus, des appels d'offres qui soient pour la filière pyro et des appels d'offres qui soient plutôt pour la filière méthanation couplée à la méthanisation ou à la valorisation du CO2 biogénique. Encore une fois, séparer ces appels à projets est important puisqu'on est sur des fondamentaux qui sont différents. Donc on a besoin de ces appels à projets et on en a besoin rapidement puisque aujourd'hui on veut se projeter sur des installations à taille industrielle, sur des durées de fonctionnement qui ne sont pas simplement de 2 ou 3 ans, comme c'est le cas dans des projets qui d'ailleurs peuvent être financés par l'ADEME. Mais l'idée, c'est bien de se projeter sur des durées de fonctionnement qui soient de 10 ou 12 ans. On a besoin de lancer la filière au niveau industriel et commercial. Donc on a besoin de ces appels à projets. Et puis parallèlement, je pense qu'on a aussi besoin d'un guide et donc d'avoir des objectifs qui soient inscrits dans la PPE. Alors, on sait bien que la PPE, ce n'est pas une enveloppe budgétaire sans fond. Mais nous, on souhaiterait effectivement qu'on ait des objectifs clairs qui soient indiqués dans la PPE. Et là, je vais peut-être faire référence aux travaux de l'ADEME, en tout cas au rapport, au scénario Transition 2050 qui avait été publié, je crois que c'était il y a 2 ans, où l'ADEME avait donc défini, comme vous l'avez expliqué, 4 scénarios. Et finalement, dans un des scénarios qui nous va bien, le scénario sobriété, il y a un objectif à 2030 sur la méthanation qui représentait environ 3 TWh. Et donc cet objectif de 3 TWh à 2030, effectivement, inscrit dans la PPE, nous semblerait intéressant pour marquer un cap. Ne pas attendre 2050,
Parce que c'est bien beau de faire des objectifs à 2050, ça on sait faire, mais si on veut lancer la filière maintenant, pour être prêt effectivement en 2035, il faut qu'on ait ces objectifs, il faut qu'on ait cette feuille de route. Et finalement, si on n'a pas ça, j'expliquais tout à l'heure que les acteurs français sont aujourd'hui des outsiders. Finalement, les acteurs français vont disparaître, et c'est des acteurs européens, donc allemands, américains, danois, japonais, qui demain seront les fournisseurs du marché français. Donc ne ratons pas cette occasion. Très bien. Je vous propose dans le temps imparti, là, celui qu'il nous reste, et de façon à aller directement au fond du sujet. On voit bien que pour en fait réussir et accélérer cette transition énergétique à moindre coût, finalement, il y a un petit peu deux grandes solutions. Il y a une première partie qui est on utilise ce qui existe et qui est vert. On essaie de substituer, on essaie de réduire, etc. Des choses assez simples à faire. Après, il y a le passage par l'innovation, on n'y coupe pas. Il y a quelques innovations, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il faut faire passer à l'échelle industrielle, les électrolyseurs, la méthanation, etc. Mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres choses dans le monde de l'innovation, si on sort de la technique, si finalement on casse un petit peu nos chapelles. Et je voulais poser la question à Mme Battistel. Est-ce que, si on vous dit ça, voilà, mettez dans la loi de programmation, etc., mettez des choses qui soient innovantes en matière méthodologique, où finalement on casse un petit peu les chakras d'autrefois. Est-ce qu'il y a des idées qui vous viennent en tête? Allez-y, hein. Très bonne question. C'est enregistré peut-être, mais et le débat n'a pas eu lieu oui, encore effectivement, au Parlement. Je crois qu'on n'est pas... Si, bon, c'était moi. Je crois que dans la loi de programmation énergie-climat, c'est quand même l'attente de tout le monde, c'est de fixer des objectifs. La méthodologie, c'est une chose, mais en fait, il faut qu'on ait des objectifs ambitieux, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, mais quand même réalistes. Et puis, on a une question, si je peux rebondir 2 secondes sur la question des coûts, puisque c'est quand même l'objet de la table ronde. Aujourd'hui, on a la puissance publique, avec l'endettement qu'on connaît, qui a une capacité d'investissement relativement modérée. On a les acteurs de l'énergie qui ont devant eux des murs d'investissement extrêmement élevés. Et puis on a les consommateurs, qu'ils soient électro-intensifs ou le particulier, pour lequel il faut veiller à avoir un prix acceptable et raisonnable. Tout ça est une équation extrêmement difficile, puisque les investissements sont des investissements lourds, mais sur du très long terme. Donc il faut aussi qu'on ait en tête qu'est-ce qu'on a comme moyen pour accompagner cette transition énergétique et de poser les objectifs, parce que ça ne sert à rien de se faire plaisir dans une loi en mettant des objectifs formidables pour tout le monde et ne pas être en capacité d'accompagner les différents acteurs. Alors, il y a plein de solutions. Il y a, par exemple, pour le consommateur particulier, il faut veiller à ce que le prix... alors, on a les tarifs réglementés de vente pour l'électricité qui sont jusqu'à 36 kilos. Est-ce qu'il ne faut pas relever ce plafond pour que ça reste acceptable pour les petites entreprises? Il y a la question des électro-intensifs qui ont besoin, eux, d'avoir à la fois un prix pas trop élevé, mais aussi une stabilité, parce que ça, c'est extrêmement important. On ne peut pas avoir des dents de scie quand on est dans l'industrie et de ne pas savoir ce qui relèvera du prix d'ici 2 ans. Et puis on a, pour le gaz, puisqu'on est quand même chez France Gaz, peut-être aussi à se poser la question, est-ce qu'une péréquation tarifaire du gaz serait une bonne chose demain pour protéger les consommateurs, quels qu'ils soient, et permettre aussi les investissements. Là, pour l'électricité, partout en France, les gens payent le même prix le kilowattheure sur les tarifs réglementés. Ça n'est pas le cas pour le gaz. Pourquoi pas? C'est un sujet qui peut être au débat. Voilà un peu des orientations qu'on pourrait avoir dans le cadre de cette loi. Les discussions vont être nombreuses et chacun va apporter évidemment sa pierre, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais en tout cas, il faut qu'on soit en adéquation entre les objectifs portés et les moyens qu'on se donne pour y parvenir. Alors, il y a les moyens financiers, puis il y a les moyens aussi réglementaires. La définition, vous le disiez tout à l'heure, que les choses soient précises, claires. Et puis, il y a aussi les moyens dans les administrations
qu'il faut aussi monter en puissance sur les DDT, les DREAL, pour accompagner et instruire les dossiers des porteurs de projets. Parce que là aussi, on perd beaucoup de temps. On a fait des lois d'accélération avec des évolutions de réglementation, mais on n'a pas permis de renforcer dans cette loi l'administration qui, elle, voit les dossiers s'empiler et n'a pas la capacité de les traiter dans des temps très court. Donc on peut aussi se dire qu'il faut limiter le temps d'instruction en disant voilà, pour tel dossier, pour le photovoltaïque c'est 4 mois, voilà, ne retenez pas ce que je dis en termes de timing, mais en tout cas c'est l'idée. Il faut aussi accompagner de moyens suffisants pour permettre une efficacité et puis la réussite de l'atteinte des objectifs, c'est quand même là la première des choses qu'il faut avoir en tête. Merci. Pour ce qui concerne l'ADEME, en fait, l'ADEME, vous avez effectivement un rôle qui est un rôle important en termes de planification. Vous avez aussi un rôle important en support de projets et de soutien de l'innovation. Est-ce que vous êtes satisfait finalement, au regard de ce qui s'est passé ces dernières années, à la fois du nombre de projets, du résultat de ces projets, et est-ce qu'il y a des choses qu'on peut attendre, en tout cas, ou des innovations qu'on pourrait attendre dans le déploiement des futures innovations jusqu'à leur stade qui nous intéresse, c'est-à-dire industriel, prouvé, démontré? Oui, alors effectivement, il y a un mur d'investissement, comme c'est dit, un mur énergétique, comme on le dit aujourd'hui, notamment quand on regarde l'horizon 2030 et 2035, l'horizon de l'objectif de baisse de 55% des émissions de CO2, où là, on se dit, effectivement, il va falloir faire feu de tout bois, y aller à fond, à la fois sur l'efficacité énergétique, sur la décarbonation, sur les ENR. Alors, nous, on a un certain nombre de guichets, que ce soit sur l'innovation, la démonstration France 2030 et puis le déploiement. Moi, je dirais que je suis assez optimiste par rapport aux guichets qu'on opère et à l'affluence des projets, notamment sur la cible industrielle où, depuis le plan de relance, on est opérateur d'un fonds qui s'appelle le Fonds décarbonation de l'industrie, qui depuis a été réintégré dans France 2030 dans des guichets qui s'appellent Décarbindus notamment. Ce sont des appels à projets qui marchent vraiment très bien. On a une forte affluence. Ce sont des appels à projets qui sont aujourd'hui sous le signe du nouveau règlement général d'exemption de la Commission européenne, le RGEC, ce qui fait qu'on classe les projets en euros par tonne de CO2 évité. Et ça rejoint votre question aussi de l'efficience des aides publiques, des coûts. Donc on prend les projets du plus compétitif au moins compétitif. Alors ça pose des questions, bien entendu. Ça peut poser des questions de comment on segmente des sous-familles pour éviter de financer des projets que dans un seul secteur. Mais voilà, on a véritablement des appels à projets qui marchent très bien sur les 2 ans du plan de relance. On a quasiment 600 millions d'euros d'aides qui ont été octroyés sur l'industrie. Donc ça marche vraiment bien. Si je prends l'exemple du fonds chaleur, qui est le guichet qui nous sert à financer la chaleur renouvelable, on a à la fois des signes positifs des pouvoirs publics sur son augmentation. Cette année, il était à 500 millions d'euros de subventions. Normalement, l'an prochain, il devrait être à 800 millions d'euros. Donc, on a des augmentations en perspective. Et c'est cohérent avec le portefeuille de projets qu'on a aujourd'hui. Pour les 500 millions d'euros 2023, en portefeuille à l'ADEME de projets identifiés, on a quasiment 1 milliard d'euros de demandes d'aide. Donc il y a une forte affluence à ces guichets, donc que ce soit la chaleur renouvelable, l'efficacité énergétique, l'électrification, au travers des appels à projets Décarbindus. Alors ça ne se suffit pas, vous le disiez, il y a aussi besoin de visibilité. Et là, donc, il y a de futurs appels à projets qui sont en cours de réflexion. Alors, un appel à projet sur la d'ailleurs, un ou plusieurs appels à projets sur la pyrogazéification qui sont en cours de maturation, que ce soit pour l'injection au réseau ou l'autoconsommation. Des appels à projets également sur les aides au fonctionnement pour les électrolyseurs de grande puissance, alors de l'ordre de 50 MW, on n'ira peut-être pas jusqu'à 500 tout de suite, où là, la consultation sur le cahier des charges du dialogue compétitif a été rendue publique par le ministère
aujourd'hui à 14h. Je crois que ça n'a pas été annoncé par la ministre ce matin parce qu'elle a dû enregistrer sa vidéo avant. Mais donc voilà, pour ce dialogue compétitif qui permettra donc d'identifier quelques acteurs pour bénéficier à terme donc d'aides à l'OPEX sur l'hydrogène, donc sur 10-15 ans. Le cahier des charges sera discuté avec les parties prenantes et la consultation démarre aujourd'hui. C'est aussi une bonne nouvelle, sachant qu'on a également l'ambition au niveau de l'État d'avoir des mécanismes de type CCFD, donc Carbon Contract for Difference, où là c'est encore à monter. Ça a été annoncé lors du Conseil national de l'industrie avec un objectif donc de pallier à la différence de compétitivité qui serait induite par la décarbonation. Donc tout ça, en tout cas ces deux derniers dispositifs là sont des dispositifs, et également d'ailleurs l'appel à projet Pyro, sont des dispositifs qui seraient associés à des aides au fonctionnement, donc avec une visibilité dans la durée. Très bien, ça fait un gros dispositif. Ce que je vous propose, parce que malheureusement on est arrivé au terme de cette table ronde, d'abord merci beaucoup pour les interactions et pour en tout cas le partage que vous avez voulu faire à la salle. Je rajouterai juste un petit mot. On a parlé d'innovation au sein de l'administration, on a parlé d'innovation technologique. Je pense que tous, autant que nous sommes, on a aussi besoin de casser un certain nombre de choses, c'est-à-dire que le monde qu'on est en train de préparer, comme on l'a dit, autrefois il y avait du gaz, maintenant il y aura du gaz, il y aura du biogaz, il y aura différents types de biogaz, il y aura du CO2, il y aura de l'hydrogène, il y aura, et j'en suis très content, des ponts et de plus en plus de ponts avec l'électricité. Donc ça montre bien qu'en fait, les mondes dans lesquels on réfléchissait jusqu'à présent ne sont pas les mondes dans lesquels on doit réfléchir demain. En tout cas, les frontières vont bouger. Je pense que c'est une des moyens, en tout cas, un des moyens qu'on aura pour accélérer au moindre coût. Parce que pour accélérer au moindre coût, il faut utiliser tout ce qu'il y a, et c'est bien par le dialogue et par la coopération qu'on y arrivera. Merci à tous, et ben je passe la parole ensuite à la suite. Merci. Merci Monsieur Vaucly, merci à tous les intervenants. Nous allons maintenant passer la parole à Monsieur Patrick Martin, qui va venir nous rejoindre sur scène, et il va être interviewé par Anna-Maria Kasperzik. Voilà, vous avez un temps alloué pour vous, je vous invite sur scène. Merci. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir le tout jeune président du MEDEF parmi nous pour élargir le panel des intervenants. Donc, le mouvement des entreprises de France qui s'emploie à soutenir les entreprises des TPE et PME. Et le motto du jour, repenser l'énergie, notre congrès. Qu'est-ce que cela vous inspire et qu'est-ce que cela implique pour les entreprises? Bien, bonjour. Ça marche, oui. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Alors, tout jeune, la boutade n'aura échappé à personne. Le récent président du MEDEF, si je peux me permettre. Voilà. Écoutez, je suis ravi d'intervenir devant vous. Je me permets, pardon de vous corriger une deuxième fois, mais avec toute mon amitié, de préciser que le MEDEF représente également les grandes entreprises. Voilà. Notre souci, évidemment, c'est d'intégrer plus que jamais les problématiques énergétiques dans nos travaux, dans nos réflexions et dans nos prises de parole. Parce qu'une de nos vocations au MEDEF, c'est dans l'ordre des choses, c'est d'exprimer le point de vue des entreprises dans toute leur diversité. Moi, ma conviction vraiment solidement ancrée, c'est que les deux enjeux auxquels notre économie, notre pays vont être confrontés dans les prochaines années, et sont d'ores et déjà confrontés, ce sont la formation et l'énergie. On le voit au quotidien, dorénavant, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la taille de l'entreprise, quelle que soit d'ailleurs sa localisation, ce sont vraiment ces deux enjeux qui sont les principales préoccupations des chefs d'entreprise. Et nous, on se doit, en se nourrissant de vos travaux, des travaux de France Gaz au premier chef, de bien comprendre les situations, de bien concilier ou réconcilier les attentes des uns et des autres, et de porter les propositions au cas par cas au niveau français, au niveau européen, et dans tout le respect bien sûr des instances démocratiques, d'imposer un certain nombre de solutions là où on observe
d'une part, un foisonnement normatif et d'autre part, de mon point de vue, des erreurs d'appréciation et à partir de là, des décisions, pour certaines, sinon absurdes, en tout cas inopérantes. Voilà, donc c'est un combat, d'une certaine manière, au nom du MEDEF, avec toutes les équipes du MEDEF, moi j'entends porter pour que la voix des entreprises, la voix de l'économie soit sensiblement mieux prise en considération dans le débat public, dans ces décisions, parce qu'à la fin des fins, nous sommes les principaux intéressés. Donc, le MEDEF possède une raison d'être qui est agir ensemble pour une croissance responsable. Ma question est double. Pourquoi cette croissance et comment la concilier avec la transition écologique ? Alors, l'exercice peut paraître audacieux. Je pense qu'on n'a pas d'autre solution que de réconcilier croissance et climat. Je veux dire par là que, en regard d'une sensibilité que l'on se doit de connaître, de comprendre, de respecter, et qui voudrait que la seule voie soit celle de la décroissance, je pense précisément qu'il y a une autre voie, de mon point de vue, la seule voie, et je vais tenter de vous en convaincre. La seule voie, c'est au contraire celle de la croissance responsable. Il y a des enjeux majeurs, ne serait-ce que d'acceptabilité sociale. On l'a vu à travers des épisodes assez douloureux dans un passé récent, je pense en particulier aux Gilets jaunes, mais on le vit également à travers la réaction des populations, des ménages, mais également des entreprises lorsque les zones à faible émission sont mises en place. Donc il y a des enjeux d'acceptabilité par les populations. Il y a des enjeux de survie économique, parce que moi, je ne perds jamais de vue, pardon d'énoncer une évidence pour vous, je ne perds jamais de vue que là où les Européens, les Français plus encore, ont tendance à se considérer comme un îlot au milieu d'un océan inhabité, non, nous sommes dans un monde ouvert et nous avons en face de nous des concurrents, des amis ou des ennemis qui n'adoptent pas forcément les mêmes trajectoires, n'ont pas forcément les mêmes ambitions. Donc on se doit de prendre en compte cet environnement très exigeant, chaque jour un peu plus exigeant en termes de compétition économique en particulier. Et donc, on se doit d'une part de travailler, ensuite de s'exprimer sur cet impératif de réconcilier croissance et climat. Je m'explique. Il y a des chiffrages dorénavant extrêmement convergents, extrêmement cohérents. Il a été évoqué tout à l'heure le rapport Pisani-Mahfouz, il a été évoqué dans d'autres lieux et moi je le revendique, l'étude que le MEDEF a commandée à Rexecode il y a maintenant 6 mois à peu près. Les ordres de grandeur sont connus dorénavant. C'est de l'ordre de 40 à 60 milliards d'euros que nous aurons à investir, que les entreprises auront à investir annuellement pour se décarboner, en tenant la trajectoire de décarbonation, en tenant les objectifs des accords de Paris, et ça nous y sommes parfaitement résolus. Écoutez, sauf erreur de ma part, ces 40 ou ces 60 milliards d'investissements supplémentaires chaque année, il va falloir les payer, et donc il va falloir générer du résultat. C'est une équation intéressante et qui n'est pas que théorique. Comment peut-on générer des résultats dans nos entreprises si on s'inscrit résolument dans une trajectoire de décroissance? La deuxième raison qui m'incite à penser qu'on n'a pas d'autre choix finalement que d'être dans cette perspective d'une croissance responsable, c'est que par excellence, le modèle social français est assis sur une redistribution elle-même liée à la masse salariale, c'est-à-dire au nombre d'emplois et aux rémunérations que nous versons. On voit très bien au fil des ans, selon la conjoncture, si elle est mauvaise, que nos régimes sociaux se dégradent très rapidement en termes d'équilibre financier, ou au contraire, et c'est le cas aujourd'hui pourvu que ça dure, qu'ils dégagent des excédents. Mais donc le sous-jacent du système social français, c'est l'emploi et les salaires. Même question, si on s'inscrit dans une perspective, si on s'inscrit dans une stratégie délibérée de décroissance, il me semble, jusqu'à preuve du contraire, que l'on ne créera pas d'emplois et que probablement on en supprimera, et que par ailleurs, nos entreprises n'auront plus de marge de manœuvre pour revaloriser les salaires, alors même qu'il y a une attente, une aspiration très forte à ce que le pouvoir d'achat soit préservé et autant que possible augmenté. Donc la croissance sur ce deuxième point paraît absolument indispensable. Il nous faut par ailleurs financer l'innovation.
Et donc, si on se met dans une perspective de décroissance, je ne vois pas comment on résoudra cette équation. Alors, disant ça, je suis parfaitement conscient que je suis, peut-être que nous sommes, j'espère que nous sommes, d'une certaine manière, à contresens d'une idéologie qui, progressivement, sature, accapare le débat public. Et que donc, il faut être très prudent dans l'expression de cette conviction de la croissance responsable. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai commencé à échanger en particulier avec les organisations syndicales, parce que parmi elles, à une exception près, où en interne il y a des sensibilités diverses, à une exception près, auprès de toutes les organisations syndicales, cette conviction qu'on n'arrivera pas à préserver le climat si on ne se donne pas les moyens financiers et technologiques de le faire, cette conviction est essentiellement partagée. Donc je vais tenter d'établir ou de faire établir un diagnostic partagé entre les partenaires sociaux, de sorte que le débat public soit plus divers, soit plus ouvert, soit plus œcuménique, et à la fin des fins, que la thèse que nous portons, que je porte en tout cas, soit considérée. Parce que la décision ultime, et c'est très bien ainsi, c'est normal, la décision ultime appartient au politique. Or, le politique, c'est dans l'ordre des choses, exprime ce qu'il considère être l'attente de l'opinion publique. Et donc, si nous-mêmes, dans le débat public, nous n'exprimons pas nos convictions de manière sereine, argumentée, objective et constructive, eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, des décisions qui nous paraissent dangereuses, au-delà même des intérêts directs de nos entreprises, que des décisions que nous considérons comme dangereuses, voire mortifères, soient adoptées par les mêmes pouvoirs publics européens, français. Voilà, nous ne sommes pas un monde à part. Je suis convaincu que les solutions existent, que la technologie, l'innovation peuvent nous apporter beaucoup de solutions. C'est déjà le cas, on en a eu la démonstration à l'instant. Et donc voilà, il faut être militant dans nos travaux et dans nos expressions. La question a été soulignée multiples fois aujourd'hui de l'importance justement d'avancer unis dans ce que Agnès Pannier-Runacher a appelé le défi du siècle. Donc, si je reviens à la question, concilier donc croissance et transition écologique, si je fais rimer ça avec réindustrialisation, comment vous allez me répondre ? Je vous répondrai en vous disant que par définition, la production génère de la consommation d'énergie et donc potentiellement des émissions de CO2, de gaz à effet de serre. Donc là aussi, c'est une forme de contradiction en première approche qu'il nous faut résoudre. Ça n'enlève rien au fait que si nous nous réindustrialisons en dehors de ce que ça apporte, d'une manière générale à la performance économique et sociale du pays, par définition, nous économisons d'une certaine manière des frais de transport. Nous sommes, parce que les réglementations européennes sont parmi les plus rigoureuses au monde, nous sommes assurés que cette production industrielle sera essentiellement décarbonée, en tout cas beaucoup plus décarbonée que si elle est exercée, cette production, dans d'autres pays qui sont moins, scrupuleux en matière de normes environnementales. Et donc, à tous égards, il faut nous réindustrialiser. Ça n'est pas, là non plus, l'ennemi, mais au contraire l'allié de la performance environnementale. Un autre mot-clé, c'est lorsque nous parlons de la ville, ce que vous dites vient avec une certaine évidence, mais lorsque nous regardons les territoires, comment cela s'articule-t-il ? Dans toute chose, c'est vrai en matière économique, c'est vrai en matière sociale, c'est vrai en matière de formation. J'ai parlé de formation tout à l'heure. Moi, je suis convaincu qu'il faut beaucoup plus qu'on ne l'a fait jusque-là prendre en compte la dimension territoriale. Il y a des situations qui sont extrêmement contrastées d'un territoire à l'autre. Il y a des consommations qui ne sont pas les mêmes. Il y a des besoins volumétriquement qui ne sont pas les mêmes. Et donc, il y a un impératif de proximité dans la décision qui, par ailleurs, cette proximité est un gage de pragmatisme et un gage de réactivité. Donc, oui, il faut que... En termes d'organisation politique, en termes de décision en toute chose, je le répète, nous rapprochions en définitive des producteurs, des consommateurs au plus près des territoires. Pour vous, les entreprises sont la solution aux grands défis que nous traversons. J'imagine que cela demande des prérequis. Quels sont ces prérequis ? Je dirais qu'en amont de tout, c'est la confiance. C'est la confiance.
la confiance, un rapport de confiance entre les entreprises et les pouvoirs publics, entre les employeurs et les partenaires sociaux, de sorte qu'on échappe autant que possible à cette espèce de délire normatif, à ce micromanagement permanent qui amène chaque jour un peu plus le décideur public à vouloir intervenir jusque dans les moindres détails, dans nos décisions, dans nos investissements, dans nos arbitrages d'une manière générale. Typiquement, le principe de neutralité technologique doit s'imposer à un moment donné, parce que, et ça n'est pas critiquable d'une certaine manière, il y a une inertie et il y a une distance de la part du décideur public, administratif ou élu, il y a une inertie par rapport à l'évolution des réalités, à l'évolution du monde, qui fait qu'il y a toujours un temps de retard et que les mieux à même, en définitive, d'apprécier quelles sont les bonnes options technologiques, mais ça peut être vrai dans d'autres domaines, ce sont quand même les praticiens que nous sommes. Alors ça peut être les entreprises, ça peut être les salariés dans d'autres domaines. Et donc, voilà, il faut véritablement instaurer ce rapport de confiance. Ça emporte quoi derrière? Ça emporte la nécessité que nous nous accordions sur des objectifs le cas échéant, et il le faut en matière environnementale, exigeants, sur des calendriers malgré tout raisonnables, et que, une fois ces objectifs définis et partagés, on laisse les acteurs privés, publics, le cas échéant, naviguer, manœuvrer avec un engagement de résultat sans matin, midi et soir venir nous imposer des obligations de moyens. Donc c'est la liberté d'entreprendre. C'est à la fin des fins, oui, pardon, vous êtes beaucoup plus synthétique et concise que moi, c'est la liberté d'entreprendre. Ça, c'est vraiment un préalable, un rapport de confiance et la liberté d'entreprendre. Le deuxième enjeu, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la formation. Je crois qu'on est tous, en toute chose, mais singulièrement au regard de cet impératif environnemental, on est tous confrontés à des besoins colossaux et à des reconversions colossales en matière de formation, que ce soit la formation initiale ou la formation tout au long de la vie. Là aussi, il faut que les entreprises soient plus encore qu'elles ne le sont aujourd'hui impliquées dans les décisions, impliqués dans l'accompagnement des étudiants, puis des salariés, pour qu'on adapte en permanence, et chaque jour un peu plus, à grande échelle, les besoins de formation, enfin l'offre de formation, pardon, aux besoins de nos entreprises. Ça a été... Et il y a un troisième enjeu, qui est l'enjeu financier, je l'ai évoqué tout à l'heure. Là aussi, on est victime, alors là, c'est ni l'État français, ni l'Union européenne, mais on est victime de la part d'organismes de contrôle et de définition des normes. On est victime d'un carcan qui devient chaque jour plus compliqué. Je pense à quoi? Je pense à Solvency II, je pense à Bâle III, avec des arbitrages qui renvoient au sujet de la taxonomie d'une certaine manière et qui conduisent à ce que cette liberté que j'appelle de mes voeux, autour d'engagement de résultats, cette liberté soit finalement très contrainte. Voilà, donc un rapport de confiance, un effort considérable sur les formations, des financements qui permettent d'accompagner et de faire face aux besoins considérables que nous avons en matière d'énergie. Très bien. Je vais conclure bientôt avec vous pour une dernière question. Dans votre discours d'ouverture de l'AREF, l'université d'été du MEDEF, vous avez dit que dans vos rangs, l'Europe suscitait autant de frustration que de grands espoirs. Est-ce que ce constat s'applique à la question également de l'énergie? Bien sûr, et on le vit, j'allais dire cruellement, on le vit en tout cas intensément ces temps-ci, à travers des débats qui n'avancent pas suffisamment vite sur en particulier le market design. C'est la raison pour laquelle moi j'entends bien rehausser notre niveau de jeu. J'ai évoqué tout à l'heure la nécessité qu'a le patronat d'une manière générale, le MEDEF en particulier, d'être beaucoup plus présent dans le débat des idées pour ne pas laisser ce débat accaparé par des idéologies qui, de notre point de vue, sont funestes. Je veux qu'on muscle notre niveau de jeu dans toutes nos commissions. Le fait que Julia Maris prenne la coprésidence de notre commission énergie n'est pas neutre. Le fait qu'Isabelle Patrier prenne la coprésidence de notre commission souveraineté n'est pas neutre non plus. Voilà, donc que l'on soit déjà en termes, j'allais dire, de corpus idéologique. Ça peut paraître un peu présomptueux parce que nous sommes des entrepreneurs, nous sommes des praticiens. Mais enfin, quand même, à un moment donné, il faut participer au débat quand ce n'est pas au combat des idées et faire valoir nos thèses.
Ensuite, d'un point de vue très opérationnel, il ne vous a pas échappé que dorénavant, il y a à peu près 60% des réglementations, d'une manière générale, qui s'imposent à nos entreprises, qui sont d'origine européenne. Et le MEDEF, comme bien d'autres organismes, qu'ils soient privés ou publics, reste un petit peu jusque-là ancré sur un référentiel daté, c'est-à-dire que tous décident au niveau de la France. Donc il faut que nous mettions, française. voilà, il faut que nous mettions nos moyens en cohérence avec nos objectifs. Et c'est la raison pour laquelle on a installé une vice-présidence Europe qui a d'ores et déjà commencé à travailler très résolument, que nous serons beaucoup plus présents au sein de notre organisation patronale Business Europe, dont le fonctionnement est forcément très compliqué parce que beaucoup de pays ont une règle d'unanimité. Donc on bypassera cette organisation, notamment sur des sujets énergétiques où on est, je ne vous l'apprendrai pas, en confrontation avec nos homologues allemands sur un certain nombre de sujets. Et puis, vous le verrez dans les prochaines semaines, s'agissant des équipes internes du MEDEF, on va se renforcer de manière assez spectaculaire, voilà, pour être omniprésent au niveau européen et faire entendre la voix de la raison, puisque j'ai la prétention de dire que la voix des entreprises, c'est la voix de la raison. Et puis, dans ce débat de la raison, la voix des entreprises françaises, parce que sincèrement, on n'a pas à rougir singulièrement dans le domaine de l'énergie, et je dirais dans toutes les formes d'énergie, de nos champions français, pas plus que de nos start-up. Donc, grand espoir pour la France. Eh oui, je mets la barre assez haut, il va falloir que je tienne mes engagements. Très bien. Nous avons peut-être le temps pour une question ou deux ? Oui ? Notre journaliste londonien. J'espère ne pas vous avoir désespéré à ce point. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, la voie est libre pour notre prochain intervenant. Merci beaucoup. Merci de votre attention. On poursuivre nos échanges avec Monsieur Patrick Pouyanné, président directeur général de Total Énergie. Voilà, je vous invite, Monsieur Pouyanné, à nous rejoindre sur scène. Bonsoir, merci Monsieur le Président de votre invitation à intervenir devant vous au congrès de France Gaz, puisque maintenant vous appelez France Gaz, avec un beau slogan « Ensemble transformons l'énergie », sur lequel je reviendrai dans ma conclusion. Je vais vous parler de gaz, pour ne pas vous décevoir, puisque je ne vais pas... je pense qu'il y a un an qu'on s'est retrouvés dans cette même enceinte, on était en pleine crise du gaz. On a atteint des crises énergétiques liées bien sûr à l'attaque de la Russie contre l'Ukraine et ses conséquences pour le système énergétique européen. Le prix du gaz, en moyenne, l'année dernière, a été à plus de 100 $ du baril. J'espère qu'on ne le reverra pas, on était en stress, mais je voudrais d'abord souligner que finalement, là où on s'interrogeait tous sur savoir si on allait passer l'hiver 2022-23, on l'a passé. Et je pense qu'il faut, à travers cela, en tirer une leçon, qui est, contrairement aux gens qui ont tendance à regarder toujours le verre à demi vide, l'être humain, nos sociétés ont des vraies capacités d'adaptation collective. Et tout cela parce qu'il y a des ressources importantes. Certes, on était en stress, certes, on avait un système énergétique européen pas vraiment fait pour... mais finalement, il a résisté, pas vraiment fait pour se passer de gaz russe, mais on a démontré qu'on pouvait le faire. On a donné tort au président Poutine, et c'est, je pense, une bonne chose. Alors bien sûr, on a été un peu aidé par la météo, mais dans la vie, c'est toi, si elle t'aidera, je dirais, et quand on veut, on peut. Il faut le souligner parce qu'on a eu tendance à beaucoup décrier à un moment le système du fonctionnement du marché du gaz européen, du marché électrique européen, en disant qu'il fallait jeter tout ça, repenser tout cela. La vérité, c'est que ces marchés fonctionnent globalement bien. Effectivement, ils ont dû faire face à une situation de stress pas totalement anticipée, mais ils ont résisté. Alors, ils ont résisté, pour ce qui concerne le gaz, en termes de volume, moins en termes de prix. Effectivement, les prix ont atteint des niveaux astronomiques parce qu'il fallait, dans l'urgence, assurer la sécurité d'approvisionnement. Et je pense qu'une des leçons de l'année 2022, c'est que le mot sécurité d'approvisionnement est revenu dans la bouche de tous les décideurs lorsqu'on parle de politique énergétique. Cette politique énergétique était largement dominée par un autre de ses piliers qui est indispensable, qui est celui de la soutenabilité, du développement durable, du climat, et on va reparler de la transition énergétique. L'année 2022 nous a rappelé en fait qu'une politique énergétique, c'est 3 piliers. Le premier, c'est la sécurité d'approvisionnement.
Les Français, les Allemands n'auraient pas imaginé une seconde passer l'hiver sans pouvoir se chauffer. Le second, c'est qu'il faut effectivement, en même temps, et c'est même prioritaire et c'est dominant aujourd'hui, s'attaquer à cette question du changement climatique et de la transition énergétique. Mais le troisième pilier, de l'expérience que j'ai après 25 ans dans ce monde énergétique, qui est sans doute le plus important, c'est que tout ça doit être compatible avec le prix de cette énergie. Parce qu'en fait, c'est bien le caractère abordable de l'énergie qui pilote quelque part l'ensemble de nos politiques, y compris celui de la transition énergétique. Alors, des mesures ont été prises l'année dernière et Total Energy a largement contribué pour assurer cette sécurité d'approvisionnement, puisque nous détenons près de 15 à 16% de tous les droits de terminaux de regasification en Europe. Donc on a été le plus gros importateur de gaz naturel liquéfié en Europe. Nous sommes également d'ailleurs le plus gros exportateur de gaz naturel liquéfié américain, ce qui est moins connu. Et nous avons fait bien en sorte d'amener tout ce gaz en Europe. On a également contribué à la sécurité des provisionnements en installant en Allemagne d'une part, en France d'autre part, 2 terminaux de regasification flottants. En Allemagne, il fonctionne depuis le début de l'hiver. En France, il est arrivé hier, pas fait exprès, au Havre, et il sera en fonctionnement au mois d'octobre. Alors vous me direz, la situation pour l'hiver qui vient est très différente. Oui, on a pu remplir, grâce à la météo clémente, tous les stocks de gaz sont pleins en Europe. Il y a simplement, vous le savez, quelque chose qui rend ce marché toujours un peu fragile, c'est que nous n'avons pas assez de stockage de gaz en Europe pour passer un hiver froid. C'est une leçon qu'il faut en tirer. Je pense qu'il faudrait qu'on arrive à se doter de plus de stockage de gaz de ce continent pour passer cet hiver, mais ça, on ne peut pas le faire dans l'urgence, c'est plus compliqué que ça. Alors quand je dis que le gaz est fragile, en même temps, il est redevenu raisonnable. Enfin, raisonnable, j'ai toujours tendance à c'est intéressant ce qui se passe. On est quand même à un prix qui aujourd'hui est 2 fois plus élevé que ce qu'il était en 2021, mais effectivement, il est 3 ou 4 fois plus bas que ce qu'il était l'an dernier. Donc on est redevenu, je dirais, plus raisonnable. Avec des marchés tendus, vous l'avez vu, il suffit qu'il y ait une annonce d'une possible grève dans le gaz naturel liquéfié en Australie, c'est loin l'Australie, pour que tout d'un coup, on voit les prix du gaz flamber de 30 à 40%. Et d'ailleurs, quand on regarde les prix à un an, on voit qu'ils sont 40-50% plus élevés que les prix spot. Tout simplement parce qu'il y a un facteur qui, dans cette situation, on ne maîtrise pas, c'est la météo. Voilà, la météo, et on est dans un marché mondial. Bon, en même temps, je pense pouvoir dire qu'on ne reverra pas, c'est assez clair dans les prochains mois, la situation de 2022, parce que, encore une fois, nous avons pris des mesures pour pouvoir faire face à cette situation de crise. Donc il faut se féliciter, je pense que toute l'industrie gazière qui est représentée doit se féliciter d'avoir été capable, collectivement, de faire face et d'assurer notre première mission qui est d'amener aux industriels et aux particuliers l'énergie dont ils ont besoin. En même temps, l'année 2022 a permis une autre politique d'émerger, c'est celle de la sobriété, de l'efficacité énergétique. Je crois que c'est une grande leçon. Une des parties de la réponse collective que nous avons été apportée, c'est d'une part d'amener l'énergie, mais d'autre part de faire en sorte que collectivement les consommateurs soient plus sobres. Alors bien sûr, les prix très élevés aident à la sobriété. Il ne faut pas se le cacher. Chacun regarde son porte-monnaie, qu'il soit industriel ou particulier. Quand les prix montent au ciel, on cherche déjà, avant de parler d'ailleurs d'efficacité, à économiser tout simplement. Et on l'a vu. On a vu dans ce monde-là, ce qui est une vraie question pour la suite, on a vu que la demande de gaz en Europe, et notamment du point de vue industriel, a baissé d'à peu près 15 à 20%, parce que l'arbitrage était ouvert sur le diesel. Donc on a vu tout d'un coup une flambée de générateurs diesel. C'est pas très bon pour le climat, mais en l'occurrence, c'était meilleur pour le portefeuille des divers clients, qui sont d'ailleurs, aujourd'hui, on continue à voir, qui sont restés plutôt côté diesel, puisque l'anticipation à 1 an reste plutôt favorable au pétrole versus le gaz. Alors c'est en train de changer, vu la montée des prix du pétrole. Mais donc il y a eu un effort important d'économie d'énergie, et puis qui doit se coupler à de l'efficacité énergétique. Cette leçon, il va falloir maintenant essayer de la maintenir, parce qu'on sait que pour la voie de la transition énergétique, le premier pilier d'une politique, c'est de faire d'économiser, enfin de faire en sorte que la demande énergétique soit maîtrisée, puisque finalement, les meilleures émissions de carbone, c'est celles qu'on n'aimait pas. Et donc, c'est cette politique qu'il faut qu'on ancre à travers, bien sûr, de l'électrification, bien sûr de l'isolation et bien sûr un travail très important à faire sur les procédés industriels. Je partage avec vous l'expérience qu'on a vécue dans notre entreprise, puisque nous aussi, on est à la fois, bien sûr, notre
nos profits viennent des prix de l'énergie, mais il se trouve qu'on est un très gros consommateur d'énergie dans nos propres opérations, et notamment, par exemple, dans le raffinage. La marge de raffinage montait, mais les coûts de l'énergie montant, en fait, la vérité, c'est que la marge de raffinage, elle, se pinçait au cours de l'année 2022. On a lancé un programme important d'économie d'énergie. On a alloué mondialement 1 milliard de dollars, c'est beaucoup. Ce qui m'a frappé, c'est qu'on a fait cette annonce en juillet et qu'en septembre, on avait 400 projets d'économie d'énergie diverses qui étaient remontés, qui avaient un point de bascule, je dirais, en dessous de $50 la tonne de carbone, ce qui en Europe est inférieur d'ailleurs à l'ETS, ce qui prouve qu'il y a plein d'idées. Enfin, ce qui m'a frappé, c'est la rapidité à laquelle, lorsqu'on sollicite les équipes de nos entreprises et qu'on leur dit que c'est une priorité, ils remontent des idées, des projets, et ça va d'ailleurs nous permettre d'économiser 2 millions de tonnes de carbone, et ça durablement. Et donc c'est une bonne expérience. Donc quand je rencontrais récemment à la REF un certain nombre d'entrepreneurs et qui me demandaient quoi faire pour maîtriser leur facture énergétique, je leur ai dit la première chose à faire, c'est d'économiser. Voilà, parce qu'après, le prix de l'énergie, c'est pas moi qui le maîtrise, même s'il paraît que maintenant on peut vendre à perte, mais ça, c'est pas moi qui le maîtrise. En tout cas, moi, je ne vendrai pas à perte, ça, je peux vous le garantir. Mais c'est le point. La suite de l'histoire, c'est... alors, bon, voilà, premier pilier, dans la transition énergétique, économie, efficacité énergétique. Ensuite, il faut réfléchir à la transition énergétique elle-même, et il faut y penser de deux façons, de la façon de l'offre, dont je vais parler, puis de la façon de la demande. On a tendance à dire que souvent la transition, c'est d'abord un problème d'offre d'énergie décarbonée. La vérité, c'est que pour faire évoluer le mix énergétique, il faut aussi que la demande, la façon dont on consomme cette énergie, elle-même évolue. Alors, le gaz est dans cette transition énergétique. Bien sûr, c'est une énergie fossile, mais il se trouve qu'il a un rôle dans la transition, puisque, notamment pour une raison simple, c'est que la transition énergétique, c'est de plus en plus de l'électrification, c'est de l'électricité, profondément, de l'électricité à base d'énergie renouvelable, donc intermittente. Simplement, vous, clients, vous ne voulez pas de l'intermittence. Vous voulez de l'électricité tout le temps, à toute heure. Et pour cela, il faut combiner ces sources d'énergie renouvelable intermittentes à ce qu'on appelle des sources d'énergie flexibles. Flexibles, alors ça peut être des batteries, mais ça coûte relativement cher. Ça peut être aussi des centrales à gaz. Et ces centrales à gaz, bien évidemment, elles ont un rôle important. On voit d'ailleurs qu'elles n'ont jamais autant fonctionné en ce moment. Plus vous mettez l'intermittence, plus vous avez moins de flexibles, elles ont un rôle. Alors bien sûr, les centrales à gaz aujourd'hui, on dit c'est fossile, c'est pas bien. Simplement, une centrale à gaz, c'est quand même beaucoup moins bien, beaucoup mieux qu'une centrale au charbon. Au passage, lorsqu'on parle de charbon, je regardais encore les statistiques cet après-midi, on a tendance à assimiler charbon à pays émergents. Je voudrais juste partager avec vous ce que j'avais en tête, c'est que sur les 8 milliards de tonnes de carbone qui sont émis par l'usage du charbon aujourd'hui sur la planète chaque année, 4 milliards viennent de Chine, ça c'est connu, 2 milliards viennent des pays en voie de développement, mais 2 milliards viennent des pays développés, viennent de chez nous. Donc quand on dit aux pays en voie de développement, passez-vous du charbon, je pense que cette leçon, on pourrait déjà se l'appliquer à nous pays Amérique, Europe, Japon, Corée, Australie, et le bon substitut, c'est le gaz. Je vous rappelle également que si nous étions capables de transformer ces 8 milliards de tonnes de CO2 émis par du charbon en brûlant du gaz pour faire l'électricité, on économiserait plus de la moitié du CO2. Et on serait sur une trajectoire bien plus vertueuse. Donc le gaz est une solution simple, pas durable, mais une solution dans la transition pour essayer de se recaler collectivement sur des trajectoires plus vertueuses vers moins de 2 degrés, comme l'appelle l'accord de Paris. Le gaz également, on peut imaginer dans le futur que ces centrales à gaz, c'est d'ailleurs la nouvelle réglementation américaine y incite, les coupler à des captures de CO2. Et donc ces centrales à gaz pourront être demain ce qu'on appelle des abated fossil fuels, donc en les couplant à des captures de CO2 et du stockage de CO2. Donc ça, c'est une voie qu'il ne faut pas négliger parce qu'elle est pratique, elle existe. L'obstacle à tout ça, c'est que le gaz, il coûte plus cher que le charbon. Voilà pourquoi ça ne se passe pas. Pourquoi vous me direz, mais si c'est si simple, pourquoi ça ne se passe pas? C'est parce que dans l'histoire, le gaz se transporte de façon plus compliquée, il faut le liquéfier, etc. Et donc il est plus cher que le charbon et que les choix de la plupart des acteurs, quels qu'ils soient, les choix économiques, c'est en général de chercher l'énergie la moins chère. Voilà, donc il faut arriver. Alors en Europe, on a mis un prix sur le carbone. Ce n'est pas le cas dans toutes les parties du monde, mais en Europe aussi, on a encore des efforts à faire.
Alors après, la transition énergétique, c'est d'autres gaz. Et c'est cela sur lequel je voudrais également insister, au-delà du gaz dit naturel. Les autres gaz, je voudrais en citer 3. Bon, bien sûr, il y a le biométhane, dont vous avez sans doute discuté durant toute la journée, où le vrai challenge, c'est de passer à l'échelle. Comment on fait pour arriver à... Il y a un potentiel important. Comment on fait pour passer à l'échelle dans une énergie qui est en fait extrêmement locale, qui correspond bien à la sécurité d'approvisionnement, qui est un moyen d'ailleurs de partager des revenus entre énergéticiens et d'autres parties prenantes, notamment agriculteurs. Il faut la loi sur, je pense qu'il s'appelle l'accélération des énergies nouvelles, enfin je ne sais pas exactement son loi, a prévu un certain nombre de dispositifs, dont l'un qu'il faudrait d'ailleurs assez vite mettre en œuvre, parce que je pense que c'était un bon moyen, ce qui était le certificat de production de biométhane. C'est une idée qu'on a promue, plutôt que de subventionner, c'était simplement avoir des obligations d'incorporation. On a fait ça dans les biocarburants en France, ça a relativement bien fonctionné. À la fin, effectivement, lorsqu'on introduit un biométhane 1%, 2%, 3%, on crée un marché. Ce marché, à la fin, va se répercuter sur le client, mais la vraie vertu que je vois à ce type de certificat, c'est le fait que l'on peut faire monter graduellement le prix. Ce que les gens, le consommateur, ce qui peut se heurter à la transition juste, c'est en fait des à-coups dans les prix de l'énergie. Donc je souhaite que, en tout cas, et j'espère que tous les décrets qui doivent sortir pour appliquer cette loi seront mis en œuvre. Mais en tout cas, je pense que c'est un moyen de dynamiser clairement cette filière, au-delà du sempiternel réclamation qu'un digestat ne soit pas un déchet, mais ça, on n'arrête pas de le répéter. Visiblement, ça pose problème quelque part. J'ai du mal à comprendre, mais le digestat, à la fin, c'est aussi un engrais. Et il est clair que ça simplifierait l'émergence de cette filière. Bon, je vous rappelle que Total Energy y contribue, puisqu'on a à peu près 10% des capacités en France, qu'on a d'ailleurs ouvert dans le Béarn. J'ai eu l'honneur de l'inaugurer, une des plus belles et une des plus grandes biométhaniseurs, 160 gigawattheures. Honnêtement, j'invite à ceux qui ont des doutes d'aller le visiter, parce que c'est souvent... cette industrie est souvent assimilée à des odeurs, à des sites pas nécessairement tout modernes. En fait, c'est très moderne. On a pu et on peut démontrer qu'on sait faire de la technologie pour produire du biométhane, et c'est ça la voie du futur. J'ajoute que cette filière peut se révéler aussi intéressante, parce que lorsqu'on produit du biométhane, on a du CO2 biogénique, on fait du bio-CO2. Et lorsqu'on parle de fuel synthétique, eh bien, il va bien falloir trouver des sources de fuel de bio-CO2, de CO2 biogénique. Elles sont dans ces usines, alors pas en grande quantité, mais enfin, à la fin, ça peut être aussi une source à la fois d'énergie et de revenus futurs pour cette filière. La deuxième filière dont je voudrais parler est beaucoup plus futuriste, mais il se trouve qu'on a décidé d'y investir, alors pas en Europe, mais de l'autre côté de l'Atlantique. C'est ce qu'on appelle le méthane synthétique, le e-méthane. Le e-méthane, c'est quoi ? C'est partir d'hydrogène et de CO2 et de fabriquer un méthane synthétique par une réaction de méthanation. La loi américaine de l'IRA nous permet de donner un cadre relativement attractif pour faire ce genre de projet. Donc on a un projet à taille industrielle de près de 150 000 tonnes par an. Alors pourquoi on s'intéresse à ce produit du méthane synthétique ? Parce qu'en fait, ça serait presque un produit idéal, puisque c'est jamais qu'une molécule de CH4, qui pourrait à la fois, pour le client final, ne rien changer. Ce n'est pas un CH4 d'origine fossile, mais donc le client final, le chimiste ou autre, n'aurait rien à changer à ses installations, contrairement à lorsqu'on lui parle d'hydrogène ou d'ammoniac, où là, il y a des changements à effectuer. Et puis d'autre part, pour la filière, lorsqu'on produit un méthane synthétique, par exemple aux États-Unis, on saurait l'exporter, le liquéfier dans les usines que nous avons aujourd'hui aux États-Unis qui liquéfient du gaz fossile. Donc, d'où l'intérêt que nous voyons à cette filière. Alors, on sait que ce n'est pas gratuit, c'est futuriste, mais il faut qu'on investisse maintenant dans des gaz décarbonés, et celui-là, de notre point de vue, présenterait beaucoup de mérite. Donc, nous allons mener un projet avec un partenaire, et nous espérons lancer le projet industriel à horizon fin 2024, début 2025. L'autre gaz dont il faut parler, c'est l'hydrogène. Qui est aussi... alors l'hydrogène, je sais qu'il y a 9 couleurs. J'ai une super présentation devant les yeux que je présente demain au conseil d'administration de Total Energy. 9 couleurs, j'en ai trouvé 9. Bon, on en parle souvent de 3. Bon, il y a le gris, il y a le bleu et le vert. Il y a le rose en France qu'on aime bien. Il y a le jaune également, qui est celui du grid français d'ailleurs, qui est pas mal. Puis il y a le blanc paraît-il, on trouve dans la nature, mais qui est dans pas mal d'impuretés. Enfin, il y en a 9. Moi, je vais vous parler surtout du vert, parce c'est celui que les Européens préfèrent. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais les Européens ont toujours tendance
à décider quelles sont les bonnes technologies pour le futur. Moi, quand je regardais cette photo avec 9 hydrogènes, avec 9 couleurs, je me suis dit, mais finalement, est-ce qu'on est certain de les avoir bien rankés dans le bon ordre en termes économiques et d'un point de vue émissions de carbone ? Ça ne m'a pas totalement sauté aux yeux. J'ai commencé à poser des questions à tous mes ingénieurs dans le cadre de préparation de cette réunion. Je pense qu'il y a encore des choses à faire. Alors, aux États-Unis, ils ont tendance plutôt à être pragmatiques en disant l'hydrogène bleu, c'est-à-dire en fait celui qu'on fait à partir de gaz fossile couplé à la capture de carbone et du stockage, il coûte en gros, disons, 2 fois, un peu moins de 2 fois le prix de l'hydrogène gris. L'hydrogène vert, on est plutôt à 4-5 fois aujourd'hui. Donc on va commencer par faire du bleu avant d'aller faire du vert. Bon, ça, c'est les deux thèses qui s'affrontent. En Europe, l'hydrogène vert est celui qui est privilégié par les réglementations qui sont en train d'être émises, puisque la RED 3, la fameuse réglementation du paquet du Green Deal, vient d'être adoptée, par exemple, pour la partie aviation par le Parlement et la Commission de façon définitive. Donc on peut maintenant travailler, on a un cadre. Et c'est pour cela que nous avons pris la semaine dernière une initiative forte pour essayer de lancer de façon pragmatique cette filière de l'hydrogène vert, puisqu'il se trouve que TotalEnergies, via ses raffineries, est un très gros consommateur d'hydrogène. Et que nous nous sommes rendus compte qu'en fait, si on regardait nos besoins de toutes nos raffineries en Europe, on avait besoin de 500 000 tonnes d'hydrogène, ce qui est un marché massif. Donc on a pris l'initiative de lancer un appel d'offres mondial pour voir qui va nous fournir et à quel prix est-ce qu'on peut nous fournir 500 000 tonnes d'hydrogène vert. Je ne pense pas que j'aurai les 500 000 tonnes rapidement. Je ne veux pas d'ammoniac. L'ammoniac, ce n'est pas compatible avec l'hydrogène. Je veux de l'hydrogène et on verra comment cette filière se déplace. Alors ça, c'est essayer de faire appel au marché à l'extérieur. Bon, par ailleurs, TotalEnergies a également pris des initiatives, prend des initiatives très concrètes, d'ores et déjà, pour commencer à verdir notre hydrogène. On en a annoncé une également la semaine dernière avec Air Liquide en Normandie, puisque Air Liquide construit un électrolyseur de près de 200 MW, qui sera un des plus gros en Europe, et que nous en avons loué la moitié, 100 MW. Nous allons y apporter nos électrons verts électriques, et Air Liquide fabriquera pour nous l'hydrogène. Nous récupérons l'hydrogène vert pour alimenter notre raffinerie. C'est d'ailleurs un partenariat que je trouve original entre nous qui sommes à la fois électriciens renouvelables et consommateurs d'hydrogène vert et Air Liquide qui a la capacité à le transformer. Nous avons un projet équivalent que nous menons en ce moment en Allemagne sur la raffinerie de Leuna. L'autre projet sur lequel nous travaillons en ce moment, il est dans le sud de la France, c'est à la Mède, où nous souhaitons construire nous-mêmes, alors en partenariat avec une autre grande entreprise française qui est Engie, un gros électrolyseur de 120 MW. C'est pas si simple parce qu'on veut le coupler à une bioraffinerie qui a elle-même ses exigences de disponibilité. Donc on est en train d'étudier divers schémas, mais j'ai bon espoir qu'on arrive à lancer ce projet dans les meilleurs délais. Donc on travaille à la fois nous en tant qu'industriels et également on veut donner un coup de boost à cette filière en étant potentiellement un acheteur à moyen et long terme. Voilà un peu comment très concrètement TotalEnergies contribue non seulement à être un pied dans l'énergie d'aujourd'hui. Oui, vous avez besoin de gaz naturel fossile aujourd'hui, donc je suis là pour vous le fournir en sécurité d'approvisionnement et au meilleur prix possible, mais également un pied dans les énergies décarbonées de demain. C'est cela la transition de l'entreprise à travers le biométhane, l'e-méthane ou bien l'hydrogène. Parce qu'en fait, la vraie conviction que nous avons, c'est que cette transition énergétique que tout le monde appelle de ses voeux, dont j'entends bien et je crois à la science et l'urgence, on sait qu'elle prendra du temps, on sait surtout qu'elle sera multitechnologique. On n'a pas la solution unique pour la réaliser. C'est parce qu'on mettra en œuvre plusieurs solutions au fil des années qu'on arrivera effectivement à faire en sorte de mettre la planète sur la bonne trajectoire. J'ajoute, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est là je reviens sur votre slogan, ensemble, transformons l'énergie. Le ensemble, ce n'est pas nous seulement industriels du gaz qui pouvons le faire. L'idée que seuls les énergéticiens auraient entre les mains la solution, je veux dire, si on l'avait, on le ferait. Je pense que le ensemble veut dire qu'en fait, c'est aussi un couplage entre offre et demande, entre nous, producteurs, et nos clients. Et également, pas seulement les clients en tant que consommateurs, mais les clients qui, par exemple, ceux qui construisent les camions de demain. J'étais ce week-end avec le patron de Daimler Truck, on devisait de savoir si le camion de demain en Europe serait à batterie électrique ou serait à hydrogène. Celui qui connaît le mieux le coût de fabriquer un camion à hydrogène ou électrique, c'est pas moi, c'est le patron de Daimler. Et c'est là qu'il y a une responsabilité collective
mais au sens positif du terme, il faut effectivement que tout l'écosystème complet de ceux qui produisent l'énergie, de ceux qui fabriquent les outils qui consomment cette énergie, puis enfin des consommateurs, puissent travailler ensemble pour transformer l'énergie, comme le veut votre devise. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur le Président. Je crois que vous pouvez encore nous accorder quelques instants pour prendre des questions dans la salle. S'il y en a. Donc, allez-y. Oui, madame. Alors on a eu le MEDEF précédemment, Patrick Martin est intervenu. Le MEDEF international a lancé une task force biogaz. Je crois que Total est fortement partenaire. Ma question, elle fait le lien entre les deux. Est-ce que sur le biométhane, vous voyez une dynamique à l'échelle mondiale, ou est-ce que c'est un sujet qui est surtout européen ? Non, c'est un sujet qui est très présent aux États-Unis. La production américaine de biométhane est importante. Elle a été favorisée notamment depuis longtemps par c'est pas un ETS, l'ETS californien. La Californie a mis en place depuis plusieurs années un système de prix du carbone qui est neutre technologiquement, contrairement à notre solution européenne, et qui a eu pour effet, par exemple, de démontrer, parce qu'il y a des experts qui décident dans quelles les technologies se rankent, et par exemple, le biométhane à partir d'élevage laitier a un pouvoir de décarbonation supérieur à d'autres biométhanes. Et donc, il y a aux États-Unis une industrie assez vivace du biométhane, dans lequel d'ailleurs nous avons investi à travers les sociétés Clean Energy. Et alors la différence entre les États-Unis et la France, c'est que vous voyez, avec un ranch au Texas, il y avait, je ne sais plus combien, 20 000 vaches, ben on a réussi à produire sur une seule unité de biométhanisation ce qu'on fait en France en reliant 30 km, un périmètre de 30 km et de plusieurs agriculteurs. Ça simplifie les prises de décision. Pour la petite histoire, le problème qu'on a eu sur une de nos ranches, c'est qu'il a pris feu et on a perdu les vaches. Et donc l'unité, c'est assez spectaculaire, je peux vous dire, je n'avais jamais vu ça. Mais alors, les photos sont incroyables. Bon, alors, comme on est aux États-Unis, le fermier ne s'est pas abattu. Il est en train de reconstruire tout ça et de ramener les vaches. Et donc le biométhaniseur démarrera. Donc il y a un potentiel. Mais il n'y a pas un potentiel que là. Nous, on vient d'investir en Pologne, où on a repris une participation. Dans une société, on a à peu près 10% du marché polonais du biométhane, donc il y a un potentiel également, parce que la Pologne continue, le gaz russe cherche du gaz, alors il y a du gaz norvégien, du gaz liquéfié, et le biométhane est une ressource naturelle, donc filière qui n'était pas là, qui est en train de se développer. Et également, en partenariat avec Veolia, on est en train de regarder à l'international. J'étais au Brésil récemment, et au Brésil, il y a alors là, c'est plutôt du biométhane sur base de déchets municipaux. Alors, Total Energy n'est pas dans l'agriculture, n'est pas dans les déchets municipaux. Par contre, nous, on peut à la fois purifier le gaz et commercialiser le gaz, puisqu'il se trouve qu'on a et qu'à la fin, in fine, par exemple au Brésil, l'idée, c'est bien de mettre quelques pourcentages de biométhane dans les réseaux de gaz, de façon à commercialiser. Donc, je pense qu'il y a une filière qui se développe. Ça reste, il faut bien le dire, à petite échelle. Enfin, malheureusement, c'est les procédés... La vraie difficulté de cette filière, c'est que les procédés industriels en anglais c'est scale-up, ont du mal à prendre des effets d'échelle. Mais encore une fois, lorsqu'on réfléchit sur les approvisionnements, c'est une ressource renouvelable locale, donc je pense qu'il faut accélérer dans cette filière. Donc voilà un peu l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Mais pour revenir à votre question, l'essentiel de notre priorité, c'est quand même l'Europe, la France, c'est plutôt en Europe, parce qu'on voit bien que là, il y a un marché, et notamment grâce à l'ETS et aux autres prix du carbone, qui est plus facile à développer. Bonjour. On avait une seconde question. It's Andrea Battaglia from ICAS. If possible, I would like to switch to English. Yeah, I would like to ask a question specific for Le Havre. You say that the terminal is going to be operative in October. Do you already have an idea of the MCM per day that it will send out to the French grid in October? And another question would be, do you expect a possibility of extending the operation of the terminal beyond the 5 years, which is now the deadline, especially given the incident with Greenpeace recently?
first, we don't need necessarily to extend. By the way, you know, when the crisis went last year, there were some governments pushing to establish some new onshore terminal. I immediately say to the European governments, we will not do that because we listen to you. We know that Europe is in transition, so the best is to bring floating units. The floating units will be used as long as you want, and the day you don't want them anymore, we can send them back where they were. In fact, one of them for us was in China, so we took it from China to bring it to Europe to react. And so I'm very flexible on that. There is a law in France which has decided that it's for 5 years. By the way, honestly, in the LNG business, we have today facing, I would say, a tension on supply, but since last year, quite a large number of projects have been decided, in particular in the US, and in Qatar as well. And our forecast is that by before the end of the decade, the market will be more in favor of customers than suppliers. You know, it's always like that. So we don't think we'll need it beyond the 5 years, but we'll see. It's there. As long, honestly, we have answered to a call from the French government. We had the capacity to do it. Maybe my economic interest would have been to put both terminals in Germany, and, but of course I'm a French CEO, so I cannot say I'm forgetting France, and that's true. So how much we have planned ourselves we will bring, we are operator of the terminal, but we are also will use it, not exclusively, let's be clear. It's open to any LNG provider. We have planned, I think, for between today and the end of the year, October, 5 LNG cargoes should come, and then we'll see how long. It will depend probably as well on the meteo during the winter, you know, if it's soft. But again, no problem. We have decided to do it. It's a marginal cost compared to the security of supply of our customers, and it's of primary importance for us. Thank you. Yeah. Oui, bonjour. Quelle est la place du CCUS dans la stratégie Total Energy et à quel horizon est-ce que vous voyez les premières mises en service? Ah ben, on en a déjà eu. Donc au moins, je peux vous répondre, puisqu'il se trouve qu'on est un des rares actionnaires du seul projet européen qui fonctionne, qui est Northern Lights en Norvège. Et nous avons un tiers de ce projet qui a fait une première phase, largement soutenu par le gouvernement norvégien. Nous avons en fait une priorité qui est plutôt d'exploiter les gisements en mer du Nord. Moi, j'ai une conviction assez profonde, c'est que c'est plus facile de faire ça offshore qu'à terre. Il y a moins de parties prenantes, c'est moins compliqué. Pas pourquoi, mais enfin, j'ai un peu de mal à croire qu'on va convaincre beaucoup de Français à mettre du CO2 sous leurs pieds. Enfin, j'attends de voir l'histoire. Et il se trouve que la mer du Nord est à côté, et donc nous avons un projet en Norvège, celui-là, nous avons un deuxième projet d'ailleurs en Norvège, un projet au Danemark, puisqu'on est un des titulaires de toutes les concessions offshore au Danemark, un projet aux Pays-Bas, où nous voulons transformer nos concessions offshore en stockage de carbone, et un dernier projet au Royaume-Uni. Donc voilà l'essentiel. Donc on a plusieurs projets en Europe, pas seulement pour notre carbone, mais aussi pour offrir les capacités. Et par exemple, nous sommes en discussion avec un cimentier pour pouvoir stocker son carbone dans le futur dans un de ces projets. Alors c'est pas simple parce qu'il y a des réglementations diverses, parce que ça se met en place. En Europe, l'Union européenne prévoit que les producteurs d'énergie fossile sur le territoire de l'Union européenne, on ne sait pas beaucoup, auront des obligations de stockage. Bon, il se trouve que ni la Norvège ni la Grande-Bretagne ne sont dans le périmètre de l'Union européenne, donc il ne reste pas beaucoup de producteurs dans l'Union européenne, il reste un peu l'Italie, un petit peu l'Allemagne et un peu les Pays-Bas. Mais donc on aura des obligations, et donc voilà ce que nous en pensons. Bon, c'est une industrie assez naturellement, vous savez, forer un puits pour aller stocker en souterrain, a priori, une entreprise pétrolière et gazière doit savoir faire ça. La vérité, c'est que la complexité économique, elle n'est pas là, elle est plutôt dans la capture, mais ça, c'est plutôt chez l'industriel, et elle est après dans toute l'infrastructure qu'il faut créer, soit par des tuyaux de CO2 qui n'existent pas, pour amener, soit en faisant ce qu'on est en train de faire sur le projet norvégien. On a fait construire 2 ou 3... je ne sais pas comment on les appelle, des méthaniers à CO2, enfin des bateaux où on liquéfie le CO2 et on transporte le CO2 qu'on va injecter en Norvège. Donc cette chaîne commence à exister. Et on a signé cette année plusieurs contrats avec des industriels européens de l'engrais ou d'autres secteurs qui sont intéressés par décarboner. Bon, aujourd'hui, c'est une chaîne qui... l'idée, c'est que ce que nous pensons, c'est qu'avec un ETS à 100 € la tonne, on doit être capable de faire voler le carbone capture en Europe. Pas beaucoup plus. Alors aujourd'hui, on est plutôt, pour être complet, à 130, 150, mais il n'y a pas d'effet d'échelle sur les volumes. Dès qu'il y aura des effets d'échelle,
on considère qu'on doit pouvoir ramener la capture à moins de 50 et le transport et le stockage à moins de 50. Donc voilà ce qu'on fait. Après, on le regarde en dehors de l'Europe, mais pour nos propres activités de pétrolier ou gazier, en Australie, où on a un champ de GNL, on n'a pas vocation, enfin je ne considère pas. Le secteur qu'on regarde de loin, c'est les États-Unis, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, et que ce n'est pas la peine nécessairement de se mettre dans la compétition. On a un avantage compétitif en Europe du fait de nos actifs, autant l'utiliser. Maintenant, c'est qu'une partie de la solution, ce n'est pas la solution, mais pour des cimentiers et pour un certain nombre d'industries qui n'auront pas le choix, il faut bien le capturer et le stocker. On prend une dernière question, s'il vous plaît, merci. Auguste Breteau d'Argus Media. Oui. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes inquiet d'une potentielle interdiction du GNL russe par l'Union européenne? Est-ce que c'est réaliste? Écoutez, je ne dis pas être inquiet. Moi, je suis légaliste dans cette affaire. Je respecterai ce que l'Union européenne dira. Ce que je peux vous dire, c'est que le contrat que nous avons avec Yamal, s'il y a des interdictions, nous avons une clause de force majeure et nous l'appliquerons. Le GNL russe représente aujourd'hui à peu près 15-20 millions de tonnes sur les 115 millions de tonnes qu'importe l'Europe. Donc c'est 10-15%. Est-ce qu'on sait remplacer les 10 à 15% immédiatement? La réponse est non. Est-ce qu'on saura le faire un jour? Oui, la réponse est oui, quand on aura plus d'offres. Voilà. Encore une fois, et je pense que les gouvernements européens ont parfaitement compris l'équation, d'où le fait que pour l'instant, ils ont décidé de ne pas interdire ce GNL russe. La position de Total Energy est très claire. Vous savez que nous avons déconsolidé la totalité des opérations russes de nos comptes. Donc nous gérons le contrat dans le respect, et encore une fois, la position depuis le début était claire. À partir du moment où les autorités européennes ne prennent pas de sanctions et nous demandent de continuer à approvisionner ce GNL russe, nous le ferons. Le jour où il y a des sanctions, nous arrêterons, bien évidemment. Donc l'équation, vous avez les termes. Après, je ne pense pas qu'il soit raisonnable de le faire avant 2025-2026. Merci. Il y avait juste une minute, monsieur. Oui, on va prendre la dernière question. Pour leur comptabilité carbone, les industriels utilisent beaucoup le GHG protocole. Or, on sait que le GHG protocole tergiverse un peu sur l'utilisation de biométhane de réseau dans une logique de marché. Ça vous... Oui. Non, voilà. Non, peut-être, allez-y. Non, et est-ce que vous voyez des évolutions positives au GHG protocole pour que les logiques market-based puissent être utilisées? Oula, je sais pas. C'est trop... Non, okay. je sais beaucoup de choses, mais pas ça. Et puis j'avoue que les négociations de l'ONU sur le GHG protocole, non, je n'ai pas la réponse à votre question, mais je pense que Olivier Guérini, le patron du biométhane, m'expliquera le problème, me dira en quoi c'est un problème, parce que s'il y a un problème, pourquoi pas l'avoir en tête et essayer de le faire progresser, mais j'en apprends tous les jours. Merci en tout cas pour votre question. Merci à vous. Merci, monsieur Pouillet. Nous arrivons bientôt au terme de cette belle journée riche en échanges. Juste avant de laisser la parole à notre président Jean-Marc Leroy, je tenais à remercier au nom de France Gaz tous nos intervenants de la journée. Grâce à vous, cette édition a été très enrichissante, pleine de beaux débats et d'échanges. Je remercie bien sûr les équipes France Gaz qui se sont toutes mobilisées pour la réalisation et le succès de ce bel événement, ainsi que les salons de l'Hôtel des Arts et Métiers qui nous a accueillis aujourd'hui. Je remercie également tous nos partenaires, Wavestone qui nous a permis d'utiliser les résultats du sondage, également nos partenaires presse, Actu Environnement, Environnement Magazine, Gaz d'aujourd'hui et la Revue de l'énergie. Et bien sûr, vous pourrez retrouver très prochainement le replay de cette journée qui sera disponible sur l'appli France Gaz et aussi sur notre site internet. Mais tout de suite, je vais laisser la parole à notre président. Jean-Marc, c'est à toi. Je vais être très bref. Je voulais ajouter à tous ces remerciements les miens pour vous. Merci d'avoir participé aussi activement à cette journée. Merci d'avoir apporté votre énergie, votre souci de l'action. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, le monde gazier doit être dans l'action, résolument engagé. Et c'est la principale leçon que je retire de cette journée aujourd'hui. C'est effectivement ce goût de l'action que vous avez tous manifesté et ce goût de l'action en collaboration, comme ça a été dit, avec nos clients, avec les autres parties prenantes, pour essayer de dégager tous ensemble les meilleures solutions, les plus économiques, les plus efficaces, pour réussir cette transition énergétique. Donc merci, un grand merci à vous. Je voulais simplement
terminer en demandant à Thierry Chapuis de me rejoindre, puisque, comme vous le savez, après 6 ans à travailler au sein de l'AFG et de France Gaz, Thierry va nous quitter. Alors c'est un peu le Charles Aznavour des temps modernes, hein. On lui fait les adieux à peu près tous les 2 jours en ce moment. Mais je crois qu'on aura l'occasion de te saluer plus longuement. Mais Thierry, je voulais t'exprimer au nom de tous toute ma reconnaissance, et j'aurai l'occasion de développer ça d'une manière plus officielle à la date que tu auras choisie. Et puis je voulais aussi en profiter, puisque s'il y a un départ, il y a une arrivée, demander à Madeleine Lafont de nous rejoindre. Madeleine sera, à partir du 1er octobre, la nouvelle secrétaire générale, ou délégué général, si vous voulez, de France Gaz. Et elle aura à cœur de réussir avec vous tous les défis et de renforcer encore notre efficacité collective au service de l'industrie gazière et de l'ensemble des entreprises qui la constituent. Elle aura aussi à cœur de continuer à travailler et à développer les innovations, parce que l'innovation, c'est dans l'ADN du gazier, et l'innovation, c'est ce qui nous permettra aussi de réussir la transition. Merci à vous, très bonne soirée et à très bientôt. Et à l'année prochaine pour le 150e anniversaire. Au revoir.